Et pour en discuter simplement, sans plus en fait, voilà. C'est juste pour le plaisir de se retrouver et on est là entre amis, donc on passe une bonne soirée. Donc je vous souhaite la bienvenue à tout le monde et surtout aux personnes qui viennent pour la première fois. Vous avez une petite documentation qui nous a été ramenée d'Interlaken par Nicolas. Donc c'est vrai que ce parc, je l'ai visité, il est assez impressionnant. Il est fermé l'hiver, mais l'été c'est ouvert. Et si jamais vous passez par là, je vous recommande. Et puis alors, je vous présente Hervé Redel-Berger, voilà, que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir ce soir et à vous présenter. Est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube Monde Mystérieux, qui est la chaîne d'Hervé? Oui, tout le monde le connaît. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une super petite chaîne qui monte. Voilà, ça monte petit à petit. C'est la toute première conférence d'Hervé. Voilà. Bravo. De faire le mieux du possible. Il est venu de Nice, il est arrivé aujourd'hui, c'est chouette, on a de la chance. Je me sens vraiment privilégiée d'accueillir Hervé, donc je vous le confie pour la soirée, il va vous apprendre des choses mystérieuses. Voilà. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons suivre sa conférence. Voilà. Bonne soirée. Merci. Je vais faire de mon mieux pour le seconder, par contre ça, c'est pas gagné, là, je vous le dis. Et aussi, merci à Manu, parce que Manu va s'occuper de l'enregistrement. Tout sera enregistré et ensuite disponible sur la chaîne d'Hervé. Voilà, ça sera retransmis en différé sur Monde Mystérieux. Voilà. Alors, avant de commencer, donc, voilà, je souhaiterais remercier Isabelle, qui m'a encouragé à venir à faire cette conférence, cette petite conférence. Et puis, il y a Gilles Thomas aussi qui m'a appuyé avec Isabelle. Et puis voilà, c'est ma première, donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va me plaire. Voilà, donc on va commencer, alors on va mettre la première photo. Là, ça va commencer à se compliquer chez moi, parce que ah, voilà. je sais plus où j'en suis, mais c'est bon, je sais où elles sont. Je commence par voilà, celle-ci. Voilà, tout à fait. Voilà, ça y est, j'ai bien. Alors avant de commencer, est-ce que quelqu'un connaît le Mexique, ici? D'accord. On sait ce que c'est l'histoire du Mexique, j'ai jamais. D'accord. Enfin, l'histoire, c'est déjà ça, c'est important. Donc j'ai eu la chance de connaître le Mexique ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc je suis allé là-bas, j'ai vécu là-bas, et puis j'y suis retourné, donc après j'ai travaillé, et j'ai découvert petit à petit des choses incroyables, qui, je pense, qui m'a amené aujourd'hui à vous en parler. Alors avant de connaître, je m'attendais à voir des choses comme ça. Je pense que tout le monde a cette image du petit Mexicain en train de dormir voilà, sous un cactus à l'ombre. C'est un sombrero. Donc juste... Comment? Voilà, c'est un sombrero, il manque juste la bouteille de tequila. Voilà, j'ai pu représenter déjà ça pour vous montrer un peu ce que tout le monde pense du Mexique. Et puis finalement, ce que j'ai découvert, enfin le pays en lui-même, il a déjà une histoire incroyable. Et son passé, je pense que s'il y a quelque chose qui a commencé dans l'histoire de l'humanité, je pense que ça a commencé là-bas. Du moins là-bas ou en Amérique du Sud. Donc on va y aller petit à petit, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout vous montrer, mais on va voir, on va essayer. Donc on va passer à l'image suivante. Voilà, alors déjà, je ne peux pas ne pas vous parler du Mexique sans vous parler un peu du continent, des gens, du territoire, de la culture. Donc il faut savoir voilà, que la superficie c'est 1 264 375 km², donc ça fait environ 4 fois et demi la France. Bon, c'est énorme. Après la population, donc voilà, ils sont à 125 millions d'habitants. Il faut savoir que rien qu'au district fédéral, c'est-à-dire, alors vous êtes tous au courant qu'il y a 2 semaines ça a tremblé. Je pense que
on n'a pas pu, par la télé ou par la radio, ne pas passer à côté sans le savoir. Ils ont eu un village, la secousse c'était de 8,1. Ça ah oui, c'est énorme. Moi aussi, chaque fois je retrouve ça à 8,1. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Donc, alors donc ça a tremblé, et là où ça a tremblé, et ben, là où il y a eu beaucoup d'immeubles qui se sont effondrés, moi j'ai des amis qui se sont retrouvés, parce que là où ça s'est effondré le plus, c'est là où je travaillais, donc c'est là où j'ai vécu. Mais vous y étiez? Non, j'étais pas. Non. Par contre, j'ai failli partir. J'ai failli partir, et donc il y a 2 semaines, j'ai appelé Isabelle en lui disant non, mais je ne vais peut-être pas pouvoir venir, je suis désolé. Et elle m'a dit non. Donc du coup, j'ai pas pu partir parce que de toute façon, ils avaient fermé l'aéroport Mexico, donc c'était impossible d'y rentrer. Sur le territoire, il fallait trouver un autre aéroport international, donc c'était pas possible pour moi. Et donc, alors je vais revenir dessus petit à petit parce que finalement, les tremblements de terre qui se sont passés, ça a un rapport avec ce que je vais vous parler. Donc c'est quelque chose d'assez important. Donc, dans la ville de Mexico, jusqu'à ce qu'on appelle nous Mexico City, ils sont presque à 9 millions. Donc je ne vous dis pas comment vous prenez le métro, il faut être serré, il ne faut pas... voilà. Donc voilà, déjà je vais vous montrer un peu l'image de ce que c'est. C'est un territoire très vaste et qui a une histoire incroyable. Donc on va passer à l'image suivante. Alors voilà, juste un peu d'histoire. Alors il y a eu les anciennes civilisations de la Mésoamérique, bien sûr, qui a forgé l'histoire du continent. Et puis il y a eu la conquête espagnole, et puis il y a eu donc la révolution mexicaine. Et c'est ce qui a fait toute l'histoire du pays. Hein, il faut savoir qu'à la base, les Mexicains, ce qu'on appelait donc le peuple de la Mésoamérique, ne parlaient pas espagnol, parlaient plusieurs langues. Alors on va en parler un peu plus tard, hein, mais c'était pas de l'espagnol. Donc voilà, après la conquête, les Espagnols, ils ont parlé espagnol et c'est resté comme ça depuis. Alors je vais prendre quand même les feuilles. Et donc voilà, je ne pouvais pas commencer à vous en parler sans vous parler un peu de ce que c'est le Mexique, parce que c'est quand même un territoire impressionnant, grand et avec une culture incroyable. Et les gens, ils sont très sympas. Voilà, on va peut-être passer à l'image suivante. J'aurais vu que je ne sais pas. Alors, peut-être. Voilà, je vais juste un peu vous énumérer. Alors, désolé. Non, pas de souci. Donc voilà, les anciennes civilisations de la Mésoamérique étaient très nombreuses, de par l'immensité du territoire et aussi par ses paysages très variés. Le territoire offrait une multitude de peuples différents qui ont donné naissance à des civilisations originales connues, telles que les Aztèques ou les Mexicas. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas eu que les Aztèques ou les Mayas, hein, il y a eu plusieurs civilisations. Mais aussi donc les Olmecs, on va voir que c'est de là que tout est parti, les Toltecs, les Mixtèques ou Zapotèques, les Tarasques, etc., etc. Ils ont évolué, cohabité et se sont influencés mutuellement. Voilà. Alors bon, là j'ai voulu vous montrer ça aussi, c'est une image assez, du moins une peinture assez importante où on voit Hernán Cortés, c'est celui, Hernando, il l'appelle Hernán Cortés, qui a conquis, en fait, qui est venu au Mexique avec ses troupes. Et puis là, on voit sur la photo Hernán Cortés avec Moctezuma. Moctezuma, ça a été le dernier empereur des Aztèques. Il faut savoir que la civilisation aztèque, c'était l'une des dernières civilisations qui a existé sur le territoire, bien sûr. Alors, je vais juste vous dire un peu. Donc la colonisation espagnole de l'Amérique commençait avec les voyages de Christophe Colomb vers la fin du XVe siècle a permis à la monarchie catholique espagnole de maîtriser une grande partie du continent et des indigènes qui s'y trouvaient. Voilà. L'arrivée d'Hernán Cortés au début du XVIe siècle
le 19 février 1519 exactement, n'a pas arrangé les choses puisque la conquête de l'Empire aztèque, plus particulièrement de la prise de Tenochtitlan, on va revenir dessus après parce que c'était une ville assez importante quand même. Donc le cœur de Mexico actuel a été l'une des plus meurtrières et des plus sanglantes entre les troupes de Cortés et les guerriers de Moctezuma. Voilà, donc je vous résume un peu ce qui s'est passé. Voilà, c'est pourquoi Cortés dut s'emparer par la force de la capitale de Tenochtitlan le 13 août 1521, où elle fut littéralement rasée. Il faut savoir que les Espagnols, ils sont venus, ils n'ont pas fait de cadeau. D'ailleurs, je vais revenir dessus après aussi. Et sur laquelle fut construite la ville espagnole de Mexico. Hein. Voilà. Cette conquête espagnole et celle d'Hernán Cortés est l'acte fondateur de la nouvelle Espagne et marque une étape fondamentale de la colonisation espagnole des Amériques du XVIe siècle. Bon, je sais pas, je vais juste vous lire ça. Et on va passer à autre chose. Après avoir atteint son extension maximale au XVIIIe siècle, c'est ça, le XVIIIe siècle, l'Espagne a ensuite perdu progressivement cette domination du continent avec l'accès à l'indépendance des territoires et la guerre hispano-américaine de 1898, quand les dernières colonies espagnoles ont été perdues au profit des États-Unis. Voilà, il faut savoir que, en fait, plus Hernán Cortés avançait au cœur du pays et plus les troupes aztèques en fait le repoussaient quand il avançait pour rien. Voilà. On va passer à l'image suivante. Okay, voilà, alors encore un petit clin d'œil parce que je vais faire une transition. Bon, ça c'est Pancho Villa, hein, qui ne connaît pas ou qui n'a jamais entendu parler de Pancho Villa, le héros de la révolution mexicaine. C'est ça, la révolution a été de 1910 à 1920. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on vient de résumer un peu avec Zapata. Zapata, en fait, ça a été les deux leaders de la révolution mexicaine, mais voilà, ça a été quand même une étape assez importante pour le territoire. Donc voilà. Et puis là, ce qu'on voit en haut, alors on va peut-être attendre Isabelle, ouais, si tu peux mettre l'image suivante. Alors attends. Donc voilà, j'ai écrit en haut peinture de Pancho Villa et Emiliano Zapata par Diego Rivera. Alors là, je vais faire une transition avec Diego Rivera parce que, alors si j'ai de l'espagnol qui sort quand je parle, désolé, hein, c'est parce que je suis à fond dans le truc. Diego Rivera a été un artiste très important. Alors on peut passer à l'image suivante. Puisqu'il a réalisé des peintures très importantes pour le pays et il s'est fait connaître dans le monde entier. Et voilà, alors, donc là en fait c'est Diego Rivera et là il est avec Léon Trotsky. Bon, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu au pays, c'est-à-dire de protéger un réfugié politique. Voilà, ça s'est fait en 1938. Et alors moi je suis très cinéma, je ne sais pas si vous connaissez le film Frida Kahlo, peut-être que certains avec Salma Hayek. Bon, on le voit très bien dans le film, hein, donc Léon Trotsky était réfugié politique et a vécu un certain temps chez Diego Rivera et Frida Kahlo. Et puis là, j'ai petit clin d'œil, j'ai mis une peinture que Diego Rivera a faite, je crois que je l'ai noté, voilà. Je vais juste vous énumérer ça et puis on va vraiment passer au thème. Voilà, la peinture murale de Diego Rivera intitulée L'homme contrôleur de l'univers, mais aussi connue sous le titre de L'homme à la croisée des chemins, est l'une des peintures les plus emblématiques de toutes celles réalisées par l'artiste. Elle a été réalisée en 1934 pour le Palacio de Bellas Artes, le Palais des Beaux-Arts de Mexico, après avoir fait une première tentative en 1933 sur le mur du hall d'entrée de Rockefeller Center de New York. Ouais, il faut savoir que Diego Rivera était très, on va dire, était très rebelle et du coup il avait commencé à peindre cette peinture dans le hall d'entrée du Rockefeller Center et ça n'a pas plu à la famille Rockefeller et donc ils ont détruit le mur. Il est revenu au Mexique, il a repeint cette peinture au deuxième étage du Palais des Beaux-Arts à Mexico. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais j'ai trouvé que c'était important de vous en parler parce que c'est ce qui forge
Oui. Juste, alors, Diego Rivera, c'est le peintre qui a... C'est lui, ça, c'est le gros. Et il vivait avec Marie-Calo, c'est celle qui... Avec Frida Kahlo. C'est celle, oui, pardon, j'aurais dû... C'est celle qui a eu voilà, l'accident et qui a eu c'est ça. Les fameuses peintures de sa souffrance. C'est ça, en fait, elle a peint toute sa vie jusqu'à sa mort, elle a peint sa souffrance. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Alors, est-ce que ça marche? Ah, ça c'est super. Donc, Trotsky, il est pas là sur la photo. Comment? Trotsky, il est pas sur la photo. Ah si, il est là, Trotsky, il est là. Ah oui, oui, d'ailleurs j'ai marqué là, je vois pas, ça c'est coupé là, je sais plus ce que j'ai... Diego Rivera il est là et puis Léon Trotsky il est là, donc c'est une image emblématique. Je trouve que c'était important d'en parler, hein. C'est ce qui a fait toute l'histoire du pays, c'est ça qui a forgé toute l'histoire, toute la culture, et je trouvais que c'était important de vous en parler parce que ce sont des événements quand même assez importants. Il s'est important au Mexique d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça, ben là ils sont au Mexique, ils sont chez lui. Donc c'est pour ça que j'invite à tous ceux qui sont intéressés de voir le film Frida Kahlo, interprété par Salma Hayek. Il est très bien réalisé et on voit tout dans le film. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Trotsky, il est retourné à Moscou. C'est ça, parce qu'il a eu... été fusillé. c'est ça, en fait, il s'est fait... Enfin, il y a eu des tentatives de meurtre au Mexique, quand il était au Mexique. Oui. Ça a raté, et puis après, par la suite, il est retourné donc en Russie. Ils ont cru que c'était Diego Rivera. Diego Rivera, il a eu des menaces, donc il est parti aux États-Unis. Enfin, ça a été un bordel. Et puis du coup donc Trotsky s'est fait tuer dans son propre pays. Et du coup, les Mexiques ont refusé de reconnaître la URSS. C'est ça. Oui, il y a une histoire. C'est ça, sans trop rentrer dans la politique, mais bien sûr. Non, mais c'est pour dire bon, puisqu'on parle. Non, c'est important, oui. C'est important. Alors on va passer à l'image suivante et puis là on va petit à petit rentrer dans ce que je vais vous parler. Alors du coup j'avais oublié de vous dire, c'est pas très grave. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu au Mexique, dans les civilisations de la Mésoamérique, les anciennes civilisations, il n'y a pas eu que les Mayas ou les Aztèques. Il y a eu plusieurs civilisations, chose qu'on n'entend pas beaucoup, on n'entend pratiquement jamais. Donc bien sûr, il y a eu les Aztèques, ce qu'ils appellent les Mexicas. Hein, quand vous voyez des textes où ils disent, par exemple, les Mexicas, c'est les Aztèques. Hein. Donc il y a eu les Mayas, bien sûr, qui a été dans toute cette péninsule. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, peut-être que vous avez vu mes vidéos en direct, où je suis allé, en fait, je suis allé à Chichen Itza, à Tulum. Et puis, bon, après j'avais fait une autre vidéo, bon, je vais en revenir dessus après. Donc il y a eu les Olmecs, ça c'est important, on va revenir dessus après. Donc les Zapotèques, les Mixtèques, ils étaient dans cette zone. Les Toltecs, c'est important aussi. Puis après, toutes les autres civilisations moins connues, comme les Totonacs, les Huastèques, les Chichimecs, Tlapanec, Tarasque et Tarasque Cuitlatec. Voilà, c'est un peu dur à prononcer. Et donc, je vous ai répertorié sur tout le territoire du Mexique les différentes civilisations qu'il y a eu entre, alors on va le voir après sur notre photo, entre, on va dire, 2000 à 3000 avant Jésus-Christ et presque 1500 après Jésus-Christ. On va passer à l'image suivante. Alors voilà, en gros, comme on parle toujours des Aztèques et des Mayas, hein, c'est le plus qu'on voit dans les films ou dans des écrits ou quoi que ce soit, ça a été ça. En fait, les Mayas ont occupé toute cette partie de la péninsule, et puis les Aztèques étaient un peu plus nombreux, et ils ont occupé toute cette partie. Voilà, pour vous donner une image de comment ces peuples-là étaient répartis. On va passer à l'image suivante. Voilà, là, je vous ai répertorié de quelle année en quelle, parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, on se pose des questions. Moi, quand j'ai connu le pays, j'ai visité des musées, je me dis, ah tiens, il y a eu des Mixtèques, mais c'était quoi ça? Ah bah tiens, il y a eu des Toltecs, ah bah tiens, il y a eu des Huastèques, et on ne sait pas. Donc, ce que je vous montre là, c'est plus ou moins approximatif. Alors, je ne sais pas si tu peux monter un peu plus l'image, j'ai vu que ça s'est baissé un peu, donc c'est pas grave. Donc c'est un peu compliqué, donc ça c'est plus ou moins, on va dire, par rapport au peuple et aux époques, ah voilà, super, c'est bon. Par rapport au peuple et au siècle dans lequel ils ont vécu, donc
la naissance du Christ. Et puis voilà, c'est approximatif, puisque comme je vous disais, c'est un peu compliqué, on ne peut pas exactement savoir de quelle année à quelle année a vécu telle civilisation ou telle autre civilisation. Et comme bien sûr vous le savez tous, qu'on ne peut pas exactement dater la pierre, on ne peut pas savoir exactement si c'était d'abord les Olmèques, les Mayas ou les Toltecs, c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est quelque chose qu'on m'a envoyé du Mexique, que je vous ai retranscrit en français, où on voit plus ou moins les civilisations, de quelle date à quelle date elles ont vécu et elles se sont développées. Alors, vous voyez que les Olmèques, déjà là on voit que ça a été les premiers. Alors je vais venir dessus de suite, parce que c'est important de savoir ça. Alors on va passer à l'image suivante. Alors, c'est moi qui l'ai réalisé ça, bon, comme toutes les autres photos. J'ai trouvé ça sympa, je me suis dit je vais faire une représentation comme ça, puisque, comme je le disais et je le répète, on ne sait pas d'où viennent la civilisation de la Mésoamérique. Alors, j'ai fait cette réalisation, on voit la civilisation Olmèque, donc c'est cette grosse tête que vous voyez là, et puis de la civilisation Olmèque serait partie la civilisation Maya et la civilisation des Huastèques, qui aurait, par exemple, la civilisation des Huastèques qui aurait donné la civilisation des Mixtèques, et ensuite la civilisation des Toltecs, et voilà, Tlapanec, Tarasque, etc. Et ce qui aurait donné bien sûr la civilisation aztèque très connue, les Mexicas. Et de l'autre côté, la civilisation Maya, qui aurait donné la civilisation des Zapotèques, et les Zapotèques qui auraient donné les peuples des Itzas, c'est ce que je vais parler après, et les Mixtèques du Yucatecos, pardon. C'est pour ça que sur la carte que je vous ai montrée avant, on voit plus ou moins d'un côté les Aztèques et de l'autre côté les Mayas. On va passer à l'image suivante. Alors ça c'est pour embêter la communauté scientifique. Donc qu'est-ce qu'il disait Einstein? Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Voilà. J'ai trouvé cette photo sympa, c'est pour les embêter. Voilà, et il avait raison. Il avait raison. Le but, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, à vous bien sûr de juger. Hein, après, vous allez rentrer chez vous, vous allez dire mais c'est pas possible. On va voir des choses assez impressionnantes. Bien sûr, je ne pourrais pas tout dire dans cette conférence, mais c'est important. Et il y a des choses, vous allez halluciner. Après, il y a des choses peut-être que vous connaissez aussi. Peut-être que je vais vous développer un peu plus. Mais c'est important. Et Einstein avait raison. Vas-y. Alors, pareil, j'ai mis Obélix, c'est pour embêter tout le monde. Alors, d'où viennent les civilisations de la Mésoamérique? Je vous ai plus ou moins dit avant une hypothèse, mais on ne sait pas. On ne sait pas exactement. Ça pour petite parenthèse, c'est un masque de jade qui représente le serpent à plumes, Quetzalcoatl. Voilà. On va passer à l'image suivante. Vous allez voir que Obélix va revenir. Alors, on va commencer par les Olmèques. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que les Olmèques, alors je ne sais pas si vous voyez le laser, les Olmèques se sont développés que dans cette partie. Et alors, je l'ai écrit sur la vidéo, sur la photo, mais je vais quand même vous dire certaines choses. Alors ça, la tête que vous voyez, c'est la première tête Olmèque qui a été trouvée. Donc, la première tête Olmèque a été exhumée en 1862 à San Lorenzo, c'est dans l'état de Veracruz, par Melgar et Serrano. Donc, c'était deux chercheurs archéologues qui ont exhumé cette énorme tête. Vous voyez là, c'est impressionnant. Alors, voilà, la taille, elle fait 2,60 m de haut sur 2 mètres, on va dire 2,06 m de largeur et 1,55 m de profondeur. Alors, comme ça a été la première, alors je vais revenir là-dessus sur le basalte, comme ça a été la première, ils l'ont appelée le roi. Elle pèse, je crois que c'est la plus, elle pèse 25 tonnes, 25,3 tonnes, vous imaginez? Donc ça, ça a été la première qui a été trouvée en 1862, je ne vais pas me tromper. Et voilà, la matière, c'est du basalte. Non mais c'est incroyable, du basalte. Comment à l'époque, ils ont pu sculpter une telle tête dans du basalte? Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire là. Donc,
On va passer à l'image suivante. Alors juste pour vous dire, tous les points rouges que vous voyez sur la carte, c'est là où ont été retrouvées toutes les têtes Olmec, du moins qui sont considérées appartenant à la civilisation Olmec, à l'ancienne civilisation Olmec. Donc, alors, on va passer à l'image suivante. Il y a eu en tout 17 têtes. Alors, je vais vous lire un peu ce que j'avais préparé. Donc, les têtes colossales ou têtes des Olmecs sont les plus grandes représentations de l'une des cultures les plus anciennes du monde. Au total, il existe 17 têtes colossales, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a retrouvé 17 têtes en tout Olmec, qui ont été retrouvées dans tout le Mexique, 10 à San Lorenzo, 4 à La Venta, je ne sais pas si tu peux revenir en arrière, juste pour que j'explique. La Venta, c'est voilà, c'est là, hein, c'est là où j'ai le... Voilà. 2 à Tres Zapotes, c'est là, hop là, c'est ici. Ou non, c'est en bas, c'est là, pardon. Et une à Covata. Voilà. Donc ces têtes provenant de San Lorenzo sont exposées au musée d'anthropologie de Jalapa. Chacune d'entre elles se différencie par leurs caractéristiques et leurs différences par rapport aux autres. Donc voilà la première tête qui a été exhumée dans ça, je viens de vous le dire. Voilà, on va passer à cette image. Et donc, en tout, 17 têtes de ce genre ont été retrouvées à l'heure d'où je vous parle. C'est-à-dire que dans tout le Mexique, ils ont retrouvé 17 têtes pesant de 25 tonnes à 6 tonnes. Alors, elles sont répertoriées, bien sûr, je les ai répertoriées, donc ça va de la première tête à la 17e tête. On peut passer à l'image suivante. Alors attends, reviens en arrière, pardon. Voilà, la deuxième tête, je l'ai vue au musée, elle est exposée au musée d'anthropologie et d'histoire à Mexico, et je vous montrerai après. Voilà. Vas-y. Bon voilà, là encore des têtes, hein. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais vous voyez qu'il y en a des plus grosses, des... Alors, qu'est-ce que vous voyez? Juste une question. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez sur ces têtes? Le nez. Voilà, bien. Qui c'est qui a dit ça? Voilà, le nez et la bouche. Et la grosse lèvre. Voilà. Ça vous fait penser à quoi? Les Africains. Négroïde. Bien. J'adore quand c'est comme ça. Donc, On dirait qu'ils ont tous les yeux fermés, non? alors oui, hein, celui-là, les yeux. D'ailleurs, celui-là s'appelle. C'est le seul alors. Non. Comment? Non, Non, celui-là que je vous montre d'ailleurs a été dénominé comme la tête aux yeux fermés justement. Mais bien sûr, les yeux sont représentés, après les pupilles ne sont pas représentées, sauf sur la première qu'ils ont découverte, mais bon. Alors il y en a qui sont beaucoup plus... alors la particularité de ces têtes, je ne sais pas si je l'ai noté, ont été retrouvées tous à plus de 2 ou 3 mètres sous la terre. Donc toutes elles ont été retrouvées... alors voilà, on peut passer à l'image suivante. Et voilà. Obélix qui dit, mais ils sont fous ces autres mecs. Voilà. Donc là, c'est les 3 dernières têtes. Alors il y a eu d'autres vestiges qui ont été retrouvés, bien sûr, des sculptures, des petites statuettes, des choses comme ça, qui, on ne sait pas, comme je le disais au début, on ne peut pas dater au carbone 14 la pierre exactement, donc qui proviendrait, soi-disant, de la culture, de l'ancienne culture des Olmecs. Vous voyez quand même... alors j'ai vu une autre photo que j'ai pas mise, mais quand ils ont sorti cette tête, avec des rondins de bois, c'était assez incroyable. Donc, Et elles étaient toutes debout? elles étaient toutes... Non, il y en avait des couchés. Alors j'ai pas mis toutes les photos des excavations de ces têtes, mais il y en avait des couchés. Voilà. Alors, on va passer à l'image suivante. Est-ce que vous dire que si elles faisaient 2 mètres de haut ou moins en moyenne, elles étaient toutes enterrées? Ah oui, elles étaient toutes enterrées entre 2 mètres, 3 mètres, voire 4 mètres. On savait qu'il y avait un trou de 5 mètres. Ben, alors ça, c'est des hypothèses. Quand vous allez sur l'île de Pâques, les moailles ils sont enterrés. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Moi, j'aurais une hypothèse. Peut-être on va venir dessus peut-être plus tard. Alors voilà, ça c'est la seule tête qu'ils ont exposée au musée d'anthropologie et d'histoire de Mexico. C'est la deuxième qu'on a vue sur les photos précédentes. Et je vous ai juste traduit la plaque qui a, je ne sais plus où elle est, mais c'est une plaque. Et alors, ils n'en disent pas beaucoup, vous allez voir. Tête colossale, c'est comme ça qu'ils les appellent.
La représentation de la figure humaine est particulier, en particulier la partie la plus importante du corps, qui est la tête. Super, non? La tête était une caractéristique de la, j'ai du mal à voir, de la culture olmèque. Cette partie initiale de la pièce montre la relation entre l'homme avec la nature et le paysage. Mais super, ils ne parlent pas beaucoup des Olmèques. Tête colossale du groupe, dont plusieurs ont été trouvées à San Lorenzo. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu au moins 10 têtes qui ont été retrouvées à San Lorenzo, dans l'état de Veracruz. Et l'une, la plus importante, car elle est... J'ai entendu une sonnette là. Car elle pèse environ 20 tonnes. Voilà, celle-ci, elle pèse 20 tonnes. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc ça, c'est la tête numéro 2, San Lorenzo, Veracruz, pré-classique moyen. Oui. Si c'est la seule qui est exposée, les autres, elles sont où alors? Elles sont, parce que il faut savoir que le musée de Mexico, il est très loin de là où elles ont été retrouvées. Donc les autres, en fait, à chaque zone archéologique au Mexique, chaque découverte, ils mettent un musée à côté. Bon, ça, il faut le savoir, donc pour pas qu'aussi on va dire, l'état, enfin la zone de l'endroit où ont été retrouvés ces vestiges puisse rester toujours au même endroit. Mais celle-ci, elle a été, alors, je sais pas si c'est parce que elle était abîmée. Donc les autres, elles restent visibles, on veut les voir. Il faut oui, seulement, voilà, il faut aller à San Lorenzo et je sais plus où, je l'ai dit tout à l'heure. Ça reste au musée le plus proche. Voilà, mais en fait, sur le bout du golfe du Mexique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est là où la culture olmèque s'est développée. Donc en fait, c'est là où il y a le plus de vestiges olmèques et le plus de musées avec ces vestiges. Voilà, donc vous voyez, je me sens petit. Ouais. Hein. Bon, là, ils l'ont mise sur un socle en bois, mais vous voyez quand même la taille, je veux dire, quand même. C'est. On sait s'il y avait un corps avec ces têtes ou elles ont été faites juste comme ça? Et ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question parce que je vais revenir sur les moailles. Les moailles, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, ils ont eu l'idée ingénieuse de les déterrer il y a 2 ou 3 ans et ils se sont aperçus qu'il y avait des corps. Oui, ils se sont aperçus qu'il y avait des corps. Donc là, moi, je n'ai aucune information là-dessus. Alors, il faut, je vais préciser quelque chose que peut-être que ceux qui suivent mon mystérieux le savent. Je travaille avec un archéologue, enfin avec plusieurs archéologues du Mexique. Donc eux, ils m'apportent des informations les plus plausibles. C'est-à-dire, moi, les informations que je vous donne, ce sont des informations que peut-être n'arrivent pas jusqu'ici en Europe. Donc, à ce que je sais, à ce qu'on m'a dit, pas de corps qui ont cette dimension n'ont été retrouvés avec ces têtes. Voilà. Oui. Est-ce que le basalte est une pierre de lave? Oui. Donc, les anciens volcans, on se comprend encore les formes des cratères et on sait. Alors, dans la partie de Veracruz où ont été retrouvés le plus de ces têtes, alors bien sûr il y a des volcans. Donc mais... on peut trouver peut-être une date par rapport aux éruptions des têtes, non? On peut pas c'est dur. Ouais. Après, il y a des hypothèses, parce qu'il faut utiliser la logique. Ok, on va s'imaginer, parce que ça, alors ce que vous voyez, ça a été, comment dire, il faut s'imaginer comme c'était au départ, c'était un bloc. Donc, ok, on va utiliser la logique. Bon, c'est de la lave qui a été en fusion, qui a séché, qui a fait des blocs de basalte. Ok, comment ils les ont transportés? Parce que, comme toujours, on voit des petites peintures, des représentations où on voit des barques en bois avec des cordes, déjà les cordes de l'époque. Quand moi je vois les obélisques d'Égypte, je me dis, ok, il y a une hypothèse qui explique que les obélisques ont été transportés sur des barques tout le long du Nil, ok. Mais comment ils les ont? Alors, il y a des vidéos qui existent, bien sûr, sur YouTube, sur Internet, où on voit dans plusieurs pays où ils se mettent à plusieurs avec des cordes. Je suis d'accord. Mais les cordes de l'époque, c'était pas du synthétique. C'était fait avec des roseaux, je sais pas, des plantes, quoi. Donc, il faut... Moi, je sais pas, j'utilise la logique. Bon. Alors, je sais pas, ils ont peut-être fait rouler, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question et
Oui, on se pose tous des questions, c'est la même question de comment ils ont fait pour les transporter, pour les tailler. Enfin, moi, c'est surtout comment ils ont fait pour les tailler. Quoi. Avec du silex. Les corps du chou. Ils ont trouvé du silex sur des pierres. Comment Des pierres dures comme le silex. Qui c'est qui se pose la question? Ah oui, c'est la dame. Oui, mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai été artiste dans le passé pour faire des œuvres comme ça. Encore, celle-ci, elle est abîmée, hein, mais si, je sais pas, peut-être que tu peux revenir un peu en arrière. Oui, oui. Alors, dans certaines personnes qui s'occupent de l'ufologie pensent réellement que c'est la vibration sonore qui les soulève. Alors, c'est bien. Alors, je n'ai pas encore parlé de ça dans Monde Mystérieux, pour ceux qui suivent Monde Mystérieux. Est-ce que vous connaissez tous l'histoire du château de corail? Oui. Bon. Edouard. Vous m'avez compris alors. Edouard Linscanning. Voilà. Alors Linscanning, je fais une brève parenthèse, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Linscanning, en fait, il a construit à lui-même, à lui tout seul, un château de corail. Avec des pierres qui font combien 6 tonnes, 7 tonnes? Donc il les a soulevées, on ne sait pas aujourd'hui comment. Alors il y a des hypothèses que je vais parler dans Monde Mystérieux dans les mois à venir. Il y a un témoignage d'enfants qui disaient que la nuit, ils le voyaient travailler. Alors c'est simple, hein, je vais vous le représenter comme il l'explique. Hein. Il jouait de la flûte comme ça. Il jouait de la flûte et il avançait et les pierres, c'était comme des blocs de... ça flottait. Alors, en parenthèse, alors, Oui. Dans beaucoup de représentations sumériennes, Oui. beaucoup de gens ont l'anneau et la tige. Oui, ils ont même aussi autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette tige? Ah, c'est une bonne question. Ça. Alors, justement, parce que quand on voit la grandeur des gens par rapport, on va dire, aux humains, Oui. c'est des géants. Et quand on voit ces pierres qui ont été déplacées, parce que les pierres de Baalbek sont quand même des pierres... Ah oui, c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. Ah oui, bien sûr. Alors après, pensez ce que vous voulez, mais Bien sûr, non, mais c'est on a intéressant lancé de la dire. porte. C'est intéressant d'en parler. C'est la civilisation des géants. Alors, Alors j'allais justement, parce nommer, que là, j'allais le dire. Donc pour moi, ça c'est une ancienne civilisation. Alors, je fais parenthèse sur parenthèse, mais c'est bien, c'est bien. J'ai effectué au mois d'août une interview que je n'ai pas encore fini de monter pour Mon Mystérieux, avec un scientifique qui est au Canada, qui a développé en presque plus de 10 ans la théorie sur ce qui est la Terre creuse et une Terre en expansion. Donc ça faisait longtemps que je voulais en parler dans Mon Mystérieux, j'ai trouvé cette personne qui travaille dessus. C'est un scientifique qui s'est fait rejeter par la communauté scientifique parce que voilà, il développe des théories qui... Enfin, pour les scientifiques, c'est pas possible, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, justement, ce serait des civilisations qui viendraient du cœur de la Terre. Quand on entend ça, on se dit, c'est pas possible. Apparemment, ça aurait été des anciennes civilisations qui seraient venues à la surface de la Terre, qui auraient aidé donc, le peuple terrien à construire et qui seraient repartis dans le centre de la Terre. C'est ce que lui m'a expliqué et il m'en parle dans l'interview. Donc j'invite tout le monde à être patient pour voir cette interview parce que c'est assez incroyable, c'est assez intéressant. Et oui, pour moi, ça, on le voit avec les Moai aussi, c'est forcément une civilisation de géants. Il n'y a pas, je ne vois pas d'autres explications. Bon, on va peut-être mettre ça un peu de côté pour le moment, mais c'est intéressant d'en parler. On va revenir sur l'image où on était tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que pour déplacer ces choses-là, parce que bon, on sait que en Égypte, ils faisaient avec des rondins, ils faisaient déplacer sur les pour les pyramides. Il y avait les Romains qui étaient il y a 2000 ans en arrière. Donc les pyramides, ils les construisaient, enfin les pyramides sont même plus vieilles que ça d'ailleurs. Mais ils déplaçaient des blocs sur des ronds, des trucs en bois, ils avaient quand même un système. Comme je disais tout à l'heure, il existe des vidéos où ils montrent des peuples d'aujourd'hui, dans pas mal de pays, où ils arrivent à plusieurs avec des cordes à tirer des gros blocs. Mais, alors, je ne sais pas si vous avez tous vu, il y a des choses qui me font rire quand même.
Et je sais pas si vous avez tous vu. Il faisait des gros camions, par exemple, sur 500 mètres. Il les mettait sur des rondins en bois, des machins. Oui, c'est la seule hypothèse aujourd'hui qu'on a plausible. Il y avait des chevaux, bien sûr. Les chevaux qui tiraient. Après, oui, je sais pas. Oui, il y a plusieurs hypothèses. Après, moi, pour les gros blocs vraiment en Égypte, je pense qu'il y a aussi de la géopolymère. Je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les deux, en fait. Il y a des pierres taillées, il y a de la géopolymère. Je pense que c'est l'explication la plus plausible. Alors, il y a quelque chose qui me fait rire et je vais peut-être en parler. Vas-y, mets la photo suivante. Je vais en parler. Vous voyez encore, hein, c'est exposé au musée d'anthropologie et d'histoire de Mexico. Vous voyez la taille quand même. Bon, vas-y, image suivante. Alors, voilà, justement, j'ai fait une corrélation avec un Moai. Olmec, civilisation inconnue, civilisation d'un autre continent ou anciens astronautes. Alors, avant de continuer, voilà, il y a quelque chose qui me fait rire. Il y a 2 ou 3 ans, voire plus 4 ans, je crois 5 ans, ils ont sorti une vidéo sur internet, financée par History Channel, je crois, si je ne me trompe pas, vous me dites si je me trompe, où on voit des personnes avec des cordes en train de faire marcher un Moai. Bon, moi ça me fait rire. Ça, quand je vois des trucs comme ça, je suis mort de rire. Je vois ça, je me dis, ah ça y est, les gens ils vont voir ça sur internet, ça va être diffusé à vitesse grand V, et ça y est, c'est bon, on a la réponse. Après c'est foutu. Et voilà, après c'est foutu. Nous on est foutus plutôt. Et tout à l'heure je discutais donc avec Manu, et on parlait des crop circles. En ce moment c'est la mode. Tout le monde dit, ah oui les crop circles c'est du land art. Mais arrêtez vos bêtises. Je vais rester poli. Parce que dès qu'il y a un truc comme ça qui sort, ça y est, on a l'explication, on a la réponse. Ça y est, c'est fini. Non, je suis désolé. Les Moai, ça n'a pas été dépassé de cette façon. Alors c'est peut-être une hypothèse sur certains Moai, je ne sais pas. Encore une fois, il faut se remémorer à l'époque, les cordes, elles n'étaient pas synthétiques. Ce que vous voyez dans des vidéos, dans ces vidéos que je suis en train de vous dire, c'est des cordes synthétiques. À l'époque, il n'y avait pas de synthétique. Voilà, c'était tout naturel. Donc il faut parfois faire la part des choses, mais bon, comme disait Manu, c'est toujours bien d'avoir plusieurs... voilà, attention, je dis pas... Petite... Oui. Je suis en béton. Hein. Les pierres flottent sur le mercure. Ah, encore un truc intéressant. je vais revenir dessus après. Bon, c'est vrai que c'est pas trop mon but de vous parler des pierres ou des blocs de pierre, mais il fallait absolument que je commence par la civilisation Olmec. Et vous allez de suite comprendre pourquoi, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, on dit par exemple que les Mayas ont vécu de 2000 à 3000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à 600 ou 700 ans après Jésus-Christ. Je doute. Je pense que ces civilisations étaient beaucoup plus anciennes. Pourquoi? Je vais vous le montrer après. je vais vous le montrer après. Ils ont disparu avant l'arrivée des Espagnols. Il y en avait encore. Il y en avait encore. Il y en avait encore. Il y en avait sur tout le territoire. Mais le plus qu'il y avait, c'était les Aztèques. Ce que vous voyez, alors là encore, je donne des références de films. Tout le monde connaît Apocalypto. C'est un très très beau film. Un film très intéressant. Ça, c'était vraiment, je vais en parler après, c'était vraiment du côté du Guatemala. Donc ils étaient très violents. On va voir ça après. Donc, vas-y, image suivante. Alors voilà. Bon, ça, c'est intéressant. J'ai trouvé cette photo sur internet, c'est une Éthiopienne. Et là, c'est un Éthiopien. Alors, vous voyez qu'ils ont les mêmes. Voilà, la même forme, les mêmes lèvres. J'ai fait une superposition comme ça, je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable. Et j'ai fait une superposition avec le Sphinx, et il y a des similitudes aussi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait penser? Que les premières civilisations qui ont vécu sur ce territoire étaient d'Afrique, il y a des fortes chances. Alors il y a une théorie, je ne sais pas si je l'ai noté, mais de toute façon les papiers ne servent plus à rien. Il y a une théorie qui explique que des pêcheurs venant d'Égypte, justement, apparemment,
se seraient perdus en mer et en fait auraient retrouvé, auraient trouvé le continent du Mexique et ils se seraient redéveloppés sur ce continent. Mais ça vous, quand vous entendez ça, ça vous fait rien penser? C'est l'île de Pâques. Oui. C'est exactement les mêmes hypothèses. Et bon, ben, on peut se poser des questions encore et encore. Mais bon, je voulais vous montrer ça parce que c'est exactement... Enfin là, je vois une tête au mec. Hein. C'est exactement pareil. Le nez, la bouche, c'est exactement pareil. Bon. Image suivante. Alors, tout à l'heure, je parlais des anciens astronautes. Alors, je ne vais rien vous apprendre. Vous connaissez tous Eric Van Daniken. Bon, monsieur là-bas. Je crois qu'il est même ami avec lui, non? Isabelle le connaît mieux que moi. Isabelle, pardon. Bon, Isabelle, voilà. Il est très sympa. Ah, bah, ça se voit. Il a beaucoup d'humour. Ah, ouais, ça j'imagine. Donc, Eric Van Daniken, il y a Robert Charroux. J'ai lu pas mal de bouquins sur Robert Charroux. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il apporte beaucoup d'informations intéressantes. George Hunt Williamson, ça il est très intéressant aussi. Isabelle, peut-être que tu connais? Non. Non, c'est... alors lui, bon, il est décédé aujourd'hui, mais c'est un peu le pionnier qui a développé comme quoi il y aurait deux forces positives et négatives sur Terre qui nous mèneraient à l'esclavage. J'ai trouvé ça très très intéressant, mais il parle aussi des anciennes civilisations. Là, je vous mets que des personnes, des écrivains ou des chercheurs qui vous parlent que des anciennes civilisations, qui auraient peut-être un lien avec des anciens astronautes. Il y a Jean Sandy, qui c'est pas mal aussi. Il y a Jacques Bergier, ça ressemble à mon nom. Il y en a deux autres aussi qui sont aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle Giorgio, je sais plus quoi, je m'en souviens plus de son nom, qui travaille avec History Channel justement. Oui, c'est History Channel, non, je sais plus. Qui a sorti justement des nouvelles vidéos pour toute l'année sur les anciennes civilisations. Alors, il y en a. Donc, si vous voulez. Pour moi, ça c'est les précurseurs. Hein. Van Daniken, Robert Charroux, c'est les précurseurs. Il y en a eu d'autres, mais ils étaient plus basés sur d'autres théories. Donc je me suis penché sur des écrits, des explications, et il y a des choses vraiment très très intéressantes. Vas-y. Alors, les pyramides américaines. Ah oui, américaine, oui, c'est l'Amérique du Sud. Américaine. Eh oui, c'est le jeu de mots. C'est trompeur, hein. Oui, on pense toujours à l'Amérique des États-Unis. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'archéoastronomie? C'est un peu le but de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire que, je prends un exemple, tu m'en as parlé tout à l'heure Manu, c'est Stonehenge. Ah non, c'est Isabelle, non, c'est toi Manu. Voilà, tous les temples ou les monuments qui ont été bâtis de cette manière, comme Stonehenge, sont des monuments pour calculer les astres. Voilà, ce sont des observatoires. Et on se pose la question, comment ils ont fait? Alors, il y a plein d'hypothèses encore. Mais c'est sur ce thème-là que je voulais me pencher et vous expliquer, parce que toutes les pyramides que je vais vous montrer sont associées à de l'archéoastronomie. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils avaient une avance sur peut-être des autres civilisations ou sur notre civilisation actuelle, bien sûr. Il faut savoir, alors j'ai pas eu le temps de mettre toutes les photos convenablement, il faut savoir que la NASA s'est intéressée un peu au calendrier Maya. C'est quand même bizarre. Comment ça se fait qu'ils se sont intéressés au calendrier Maya? Il faut savoir que la NASA, en calculant ce qui allait se passer, ce qui allait arriver, ont eu une marge d'erreur par rapport à ce que les Mayas avaient prédit. Bon, c'est quand même assez incroyable. Donc tout ce que vous voyez là, tout ce que vous êtes en train de voir, donc Teotihuacan, c'était les Aztèques. C'était les Aztèques. Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais Tikal, oui. vous ne parlez pas, je vous interromps, mais en fait, vous ne mettez pas en lien avec la religion, leur dieu, le dieu soleil. Je vais arriver. Vous allez arriver, parce que c'est très lié. Oui. Avec le sommet des pyramides. Bien sûr. Et puis tout ce qui faisait, tous les Bien sûr. sacrifices humains qui s'y passaient. Hein.
J'arrive. Avant que vous y arriviez. Donc, Teotihuacan, c'était les Aztèques. Donc voilà, j'avais fait une vidéo en direct. Chichen Itza, donc c'était les Mayas, c'était plus les Itzas. Donc après Tikal, c'était aussi les Mayas. Ah, il faut savoir que la civilisation maya s'est étendue non seulement au Mexique, mais aussi en Guatemala, à Honduras et à Belize. Donc, ce sont 3 autres pays différents, mais qui font partie de la péninsule du Yucatan. Donc les pyramides de Tikal, alors vous la reconnaissez, hein, c'est la pyramide qu'on voit dans, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans Apocalypto. C'était le genre de pyramide comme ça. Après voilà les Tajín, et par exemple, là je vous ai mis 4 exemples, mais il y en a, on va un peu tous les voir, et vous allez voir que c'est assez incroyable. J'ai des vidéos à vous montrer aussi. Donc voilà, ces 2 pyramides, je vais peut-être y aller l'année qui vient pour justement faire des vidéos sur ma chaîne. C'est pas encore sûr, mais je vous tiendrai informé. L'image suivante. Alors, tout là. Alors j'y suis allé, et j'ai pas mis la photo, c'est dommage. Donc ça c'est, on va faire un peu, je vais vous, comme je viens de vous le dire, je vais vous expliquer un peu toutes les pyramides qui ont un rapport avec donc de l'archéoastronomie. Donc ces personnages, ils les ont appelés les Atlantes de Tula. C'est bizarre quand même, les Atlantes, qui font plus de 4 mètres de haut. Donc la pyramide où ils sont élevés, c'est la pyramide de, alors attention, Tlahuizclapantecuhtli. Voilà. La zone archéologique de Tula est située à l'ouest de la ville de Pachuca, donc Pachuca c'est à côté de Mexico City, dans la partie sud-ouest de l'état d'Hidalgo, plus connu sous le nom de Tula Toyanchicocotitlan. C'est en nahuatl. En fait, le nahuatl c'était la langue aztèque, la langue des Mexicas. Lieu de Tul ou Rosso, voilà, ça signifie ça, était la capitale de l'état des Toltecs, de l'état toltèque. Alors, image suivante. Voilà, alors ça c'est la plus grande pyramide qu'on la compare toujours avec Khéops. Pourquoi? Parce que la base se rapproche de celle de Khéops. Je finis de vous dire ça et je vais vous montrer une vidéo. Alors, juste un petit rappel, la dimension entre... Alors, ils ne savent pas exactement, hein. Il y a eu des mesures qui ont été faites dernièrement encore, entre 63,5 mètres et 65 mètres de haut. Alors, ça c'est la pyramide du soleil, la plus importante. Hein. Quand vous arrivez sur le site de Teotihuacan, c'est la plus importante. Mais il y en a 3. Il y a la pyramide de Quetzalcoatl, la pyramide de Serpent à Plume, et la pyramide de la Lune. Et je vais revenir dessus un peu vers la fin, puisqu'on a découvert des choses dernièrement. Périmètre de base, donc 2932,8 pieds, soit 744 mètres. Côté, donc 732 pieds, soit 223,47 mètres. Donc, je crois que la pyramide de Khéops est de 225, si je me trompe, ou 226. Ouais, c'est ça. Bon, vous allez toujours voir des mesures différentes, mais ça se joue toujours entre 1 ou 2 de plus ou 1 ou 2 de moins. 1 ou 2 mètres de plus ou de moins. Mais ce qui est sûr, c'est que celle de Khéops c'est 226 et celle-ci c'est entre 223 et 224, ça ne va pas trop. Un demi-côté, c'est-à-dire un demi, la moitié d'un côté, donc de 366 pieds, donc soit 111 mètres. La bande d'inclinaison 32,494 degrés. Zone de surface latérale, donc 637 370,76 pieds, soit 194 et quelques mètres. Voilà. Il faut savoir que la pyramide, bon, c'est la seule où on peut monter dessus. C'est dommage. Tiens donc. Pourquoi? Parce qu'elle a été refaite. Elle a été dynamitée. Quand il y a eu la révolution mexicaine, elle a été dynamitée d'un côté, je crois que c'est de ce côté-là. Elle a été refaite. Toutes les marches ont été refaites, hein, de toute façon.
Donc c'est la seule pyramide où on peut monter dessus. Donc vraiment le truc touristique à mort. On va passer à l'image suivante. Alors, la pyramide du Templo Mayor. Alors, je fais une petite parenthèse. J'avais fait donc une vidéo en direct, la première vidéo en direct quand j'étais à Mexico City, où j'étais en face de cette pyramide en fait. Donc aujourd'hui il reste que des vestiges, mais elle s'imposait de cette façon. Alors là il y a la cathédrale, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, là il y a la place centrale et là il y a la cathédrale. Et moi j'ai fait ma vidéo en fait de ce côté-là et comme ça. Là où on voit les danseurs, en fait c'est derrière ici, derrière. Donc elle s'imposait de cette façon et c'était l'une des plus grandes. Elle faisait 60 mètres de haut et elle était. Alors, j'ai pas mis la photo malheureusement. Il y a 2 ou 3 pyramides qui ont été construites de cette manière au Mexique. C'est-à-dire, elle a été construite en 7 étapes et chaque couche se superposant à la précédente. C'est-à-dire, ils ont construit une pyramide, par-dessus, ils ont construit une autre pyramide et ainsi de suite, 7 fois. Pourquoi ? Quand on voit une maquette, ça ressemble à quoi? À un condensateur. Après, je peux me tromper. En tout cas, ça y ressemble. J'ai vu des maquettes du musée. Il y a un musée à côté où il représente sa maquette coupée en plusieurs morceaux. Ça représente un condensateur. Je ne peux pas vous confirmer que c'est ça, bien sûr. Vas-y, alors peut-être une petite parenthèse. Le petit symbole qu'il y a ici, c'est où tout Mexico a été bâti. C'est-à-dire que là ici vous êtes dans le cœur du Mexique. C'est-à-dire c'est de là qu'est parti donc c'est de là où est né le nom du Mexique, de Mexico. C'est de là où est parti toutes les quand vous voyez l'emblème du drapeau, l'aigle avec le serpent, c'est de là que tout est. Et donc ça c'est l'emblème des Mexicas, des images suivantes. Alors, la pyramide des niches dans l'état de Veracruz. Normalement, je dois y aller l'année qui vient, comme je vous avais dit. La pyramide des niches, également appelée pyramide des histoires, pyramide de Papantla ou pyramide des Sept, est située dans le complexe archéologique d'El Tajín à Papantla, dans l'état de Veracruz. La pyramide mesure 18 mètres de haut et est composée de 7 niveaux et 365 niches peintes. Quand j'entends ça, ça vous parle? 365. Oui, c'est astronomique. Voilà. C'est les jours du calendrier solaire. Donc j'ai essayé de faire des calculs, j'ai trouvé certaines choses, mais je n'ai pas voulu vous les montrer, parce que je préfère ne pas affirmer ce que j'ai trouvé. Ça peut être faux. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a encore un lien avec donc les jours du calendrier solaire, avec le soleil, et avec comment dire, avec de l'astronomie. Voilà, alors ils ne savent pas, dans toutes les niches que vous voyez là, ils ne savent pas ce qu'il y avait avant. S'il y avait eu des sculptures ou des offrandes, ils ne savent pas. Ils savent pas. Voilà. Image suivante. Ah, ça c'est la pyramide de Cholula. Cholula, dans l'état de Puebla, c'est l'une des premières pyramides que j'ai connues quand j'ai connu le Mexique. Dites aussi la pyramide, alors attention, de Tlachihualtepetl. La grande pyramide de Cholula, ou Tlachihualtepetl, ce qui signifie Tlachihualtepetl, signifie la colline artificielle en nahuatl, toujours pareil, en mexicain. Et la plus grande et le plus grand sous-sol pyramidal au monde avec 400 mètres par côté. C'est-à-dire que, là encore une fois, quand vous voyez une maquette, ils présentent des maquettes dans les musées qui sont à côté, on voit des pyramides superposées les unes aux autres et ça forme une grande colline qui est recouverte encore mais qui n'a pas été dégagée. Et au-dessus de la colline, ils ont mis une église. Alors il faut savoir, ça c'est une chose qui est importante. Alors là, par exemple, dans l'état de Puebla, il y a plus de 300 églises comme ça, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, 300 églises. Alors, pas forcément des églises, mais des chapelles ou des petites églises. Il faut savoir que j'ai remarqué quelque chose au Mexique, c'est que à chaque site archéologique ou des sites où il existe des pyramides, se trouve une église.
C'est étrange. Ça vous parle pas, ça? Ici, il n'y a pas de hasard. Voilà. Mais en Europe, c'est pareil, parce que Ah oui, oui. chaque temple, chaque église, C'est ça. c'était un temple romain. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Ouais, mais Bonjour. au Moyen-Orient aussi. Ouais, partout. Je suis désolé. Vas-y, de l'autre côté. Par là-bas. Oui. Alors, c'est bien, c'est pas seulement qu'au Mexique, c'est dans tout le monde entier. Pourquoi? Parce que les gens sont bêtes. Ça, c'est pas le Parce que une civilisation remplace une Alors, civilisation. il faut savoir, Une religion remplace une religion. c'est une petite parenthèse, j'ai pas prévu d'en parler, mais je vais quand même en parler. De toute façon, c'est des choses que je vais développer petit à petit dans mon mystérieux. Et je ne peux pas développer ça aussi rapidement, et comme je suis tout seul à tout gérer, c'est très difficile. Donc, il faut savoir que tous ces temples, ou ces pyramides, ou ces monuments, ou ces mégalithes, ont été bâtis sur des points précis. Théorique. C'est ça. Où il y a des lignes telluriques qui passent. Donc apparemment, les premiers vestiges sur ces endroits étaient des mégalithes. Dans la région où je vis, il y en a plein. Donc il y a ceux qui suivent mon mystérieux peut-être connaissent The Bushcraft. C'est bien, j'ai fait de la pub. Alors il essaye de son côté, mais on va essayer de faire ça ensemble. On va essayer d'aller sur tous les sites où il y a des mégalithes ou des menhirs, des dolmens. J'aurais dû remettre l'obélix là, obélix. Et apparemment, après ces domaines, il y aurait eu donc des temples ou des pyramides, et aujourd'hui on voit des cathédrales ou des églises. Oui. Et puis attention, celle-ci c'est pas une petite église, hein, elle est énorme. Et sur des sites où même où il existe des petites pyramides, enfin je ne sais pas si on peut dire pyramides, mais au moins des petites plateformes, il y a des énormes églises. Donc comme je disais, voilà, cette église a été bâtie au-dessus. Alors, la pyramide, là ce que vous voyez, elle n'est pas complète. Hein. Toute la pyramide, si je prends une photo entière, elle va jusqu'à là. Hein. C'est-à-dire même jusque plus haut. Hein. Donc l'église est tout en haut. Mais quand on regarde de loin, ça fait une colline. Donc elle possède une hauteur de 65 mètres, semblable à la pyramide du soleil de Teotihuacan, celle qu'on a vue avant, qui est de 64 mètres. Voilà, donc comme je disais, c'est la plus grande base pyramidale avec un volume de 4 500 000 mètres cubes quand même, hein. C'est assez incroyable, vous imaginez. Donc c'est l'une des premières pyramides que j'ai connues dans l'état de Puebla. L'image suivante. Monte Albán, ah ça c'est intéressant aussi, très intéressant. Je vous montrerai plus de photos après, mais c'est un site très intéressant. Ce site est au-dessus d'une colline. Donc la pyramide principale, donc celle que vous voyez là, de la plateforme, dite la plateforme Asso, donc la plateforme sud. C'est l'une des plus grandes. Hein. Voilà, ça, on peut voir toutes ces on va dire ces petites pyramides qui ont été bâties sur ce site, mais celle-ci c'est la plus grande. Donc la pyramide plateforme sud mesure 40 mètres de hauteur. Monte Albán est un vaste site archéologique qui constitue le plus grand et le plus important centre cérémonial de la culture zapotèque. Il est situé sur une colline dont le sommet a été aplani, je vais revenir dessus après, c'est assez incroyable, par la première culture qui l'habitait. La plupart des temples et des bâtiments existants appartiennent à l'époque où les Zapotèques l'habitaient. C'est-à-dire les premiers ont été les Zapotèques, et après les Mixtèques, qu'on a vu tout à l'heure, ont repris ce lieu pour y revivre. Alors, j'ai passé, sans faire exprès, Teotihuacan. Je vais faire une petite parenthèse sur ce que je viens de dire. Teotihuacan, ils disent que c'est les Aztèques. Mais attention, les Aztèques ont découvert Teotihuacan. C'est-à-dire que les Aztèques se sont accaparés du site de Teotihuacan. Ce ne sont pas les Aztèques qui ont bâti les pyramides de Teotihuacan. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a bâti les pyramides de Teotihuacan. Donc ça reste un mystère. Mais les Aztèques se l'ont accaparé. C'est pour ça que quand ils se sont appropriés du lieu, ils ont appelé ça la cité où l'homme se convertit en Dieu. D'où Teotihuacan.
Donc ça, c'est important à savoir. C'est pas les Aztèques qui ont bâti Teotihuacan. Alors aujourd'hui, on ne sait pas qui a bâti les pyramides de Teotihuacan. Et toutes ces autres pyramides, je pense. L'image suivante. Ah, alors là, ça... Ce que vous voyez là, c'est l'une des pyramides. Comment? Oui, c'est pas long. Palenque, oui. C'est l'une des pyramides, je crois, qui a bouleversé l'histoire des Mayas, à notre époque, bien sûr. Donc, cette pyramide, ça s'appelle le temple des inscriptions ou pyramide des inscriptions. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et cette petite pyramide qui est à côté, alors je vais aller dans l'ordre. Le temple des inscriptions a été significatif dans l'étude des anciens Mayas en raison de l'affichage extraordinaire des textes hiéroglyphiques et de reliefs de stuc sur des piliers du bâtiment étudié et recherché depuis 200 ans. La structure principale est une pyramide à degrés, donc celle-ci, hein, celle que vous voyez, avec une hauteur de 22,8 mètres, bâtie sur 8 niveaux, plus le temple au sommet, donc ce petit temple-là, symbolisant les 9 niveaux de Xibalba. En Xibalba, en fait, dans la culture maya, c'était l'inframonde chez les Mayas. Est-ce que vous savez ce que c'est l'inframonde? Un souterrain. Alors, oui, c'est souterrain. Donc, la cosmogonie des Mayas, par exemple, on va dire des anciennes civilisations de la Mésoamérique, croyaient beaucoup à l'inframonde et au supramonde. Oui, c'est bien pour ça qu'il y a des églises. Comment? Je dis, c'est bien pour ça qu'on a construit des églises pour chasser les idoles, le culte aux idoles. C'était ça? Mais pourquoi? Pour avoir le pouvoir. Bah oui. Pour se prendre pour Dieu. Pour être plus. Non, Ouais, pas tout à fait ça. Le Dieu soleil. On mourrait pour. On donnait les cœurs de Oui. vin. D'ailleurs, quand les conquistadors ils sont arrivés au Mexique, ils ont été très surpris par les sacrifices. C'est ça, les C'est sacrifices. pour ça qu'ils ont commencé à les attaquer, parce qu'ils croyaient que c'était des fous, quoi. Alors que ils offraient ces offrandes à ces dieux, comme vous venez bien de l'expliquer. Donc le dieu soleil, le dieu du serpent à plumes. Il y en a plusieurs. Mais il y en a d'autres, même. Mais à ne pas confondre des divinités avec des dieux. Oui, mais quand vous lisez la Bible, il y en a plein des idoles. Est-ce que la Bible, la Bible a été réécrite, je ne sais pas combien de fois? Oui, c'est juste. Mais c'est pas la véritable Bible qui est. Le vitraïsme avant la Oui, par exemple. C'est ça. Par exemple, les Celtes. Ouais. C'est ça? On ne sait pas. Donc, il faut savoir. Comment? Qui c'est qui fait l'histoire, c'est l'homme. Donc, Ben oui, bien sûr. On arrange la sauce. Disons que, pour moi, bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et pour moi, et je crois que Jacques Grimaud l'a expliqué à plusieurs reprises dans ses interviews, on est trompé depuis plus de 2000 ans. Donc, je suis catholique, comme tout le monde, je pense ici. J'ai passé ma communion, ma confirmation, mais je ne comprends pas l'insistance de nous faire croire en un Dieu unique. Ah, voilà. C'est un Dieu trinitaire, c'est pas pareil. C'est un Dieu trinitaire, c'est pas un Dieu unique. Ça dépend, je sais pas pour qui. Pour les Juifs, c'est Eloah. Voilà, après ça dépend, bien sûr, ça dépend des cultures, des civilisations, mais c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler, parce que voilà, ça relève beaucoup de questions, beaucoup de débats, et bon, c'est pas trop le but aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous parler d'inframonde, qui pour moi était une façon de voir les choses beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui. Puisque l'inframonde, en fait, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de tombes souterraines, puisque l'inframonde était... du moins été vu par ces anciennes civilisations comme quelque chose qui allait les amener. Il y avait le supramonde avec les dieux et l'inframonde avec les divinités. Donc c'est ce qui les aidait à partir dans l'au-delà. Donc pareil chez les Égyptiens et pareil dans d'autres cultures. Voilà, c'est juste une petite parenthèse sur l'inframonde qui est assez intéressant à savoir. Alors, image suivante. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé de Tikal.
Mais voilà. Donc, Guatemala. voilà, là ici on est au Guatemala. Non, enfin oui, on est plutôt à Belize. Le Guatemala c'est plus ici. Ouais, un peu plus bas. Alors comme je disais, il faut savoir que la civilisation maya s'est développée sur 4 continents différents. Donc le Mexique, Belize, le Guatemala et Honduras. Et bien sûr, donc vous avez reconnu la pyramide, c'est ce qu'on voit dans le film Apocalypto. Et pour les fans de Star Wars comme moi, ceux qui se rappellent de l'épisode 4, on voit un espèce un vigile sur une petite tour qui regarde comme ça, et bien en fait c'est à cet endroit que ça a été tourné. D'ailleurs je connais personnellement la personne, puisque avant je faisais des conventions de ciné, et c'était celui qu'on voit donc, dans cette scène, c'est celui qui a fait les effets spéciaux et les maquettes des premières trilogies de Star Wars. Enfin c'était une petite parenthèse, mais c'est toujours intéressant à savoir. Donc ça c'est l'acropole de Tikal, l'acropole nord et le temple 1. Alors ça c'est le temple 1, c'est la plus grande qu'on voit dans Apocalypto. Tikal était la capitale d'un état belligérant, j'espère que je ne suis pas trompé, qui devint l'un des royaumes les plus puissants dans l'ancienne ère Maya. Bien que l'architecture monumentale du site remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. La pyramide jaillit vers le ciel à près de 50 mètres au-dessus du sol. Donc cette pyramide fait 50 mètres. Ah, vous voyez qu'on tombe toujours sur des dimensions quasiment pareilles, c'est-à-dire 50 mètres, 60 mètres, 65 mètres, 40 mètres. Donc ça c'est important de le dire aussi. Alors image suivante. Alors voilà, la fameuse pyramide de Kukulkan que j'ai filmée. Alors comme je le disais tout à l'heure, malheureusement on ne peut plus y accéder, c'est dommage. Il faut savoir que l'INA qui contrôle le pays sur tous ces monuments, sur tous ces vestiges, n'autorise plus l'accès à ces monuments, c'est-à-dire qu'on ne peut plus monter sur la pyramide. Donc c'est dommage, à se demander pourquoi. Vraiment. Alors c'est vrai que dans la péninsule du Yucatan, il y a énormément de touristes, c'est hallucinant. C'est le spring break, toutes ces conneries. C'est hallucinant, donc c'est vrai qu'à quelque part je les comprends, mais je trouve ça dommage de bloquer ces... Alors on le voit de plus en plus, tout à l'heure tu me le disais Manu, même à Stonehenge, apparemment, ils bloquent l'accès. Je trouve ça dommage de plus en plus, de toute façon, de plus en plus. Comment? Les amis qui vont être en Égypte, oui, on ne peut plus l'approcher. Voilà, c'est ça, c'est ça, donc c'est dommage. De toute façon, je suis allé dans un musée il y a 2 semaines, je me suis aperçu que 60% de ce qu'on voyait était faux. Ça sert à quoi d'aller dans le musée? Je me suis dit, c'est un musée d'anthropologie et je me suis dit, il y a des pierres, il y avait des pierres. Je me suis dit, je vais taper, ça saute des creux. C'était du carton-pâte. Je me suis dit, bon, c'est dommage. Bon, donc ça c'est pas un faux, hein, c'est pas une fausse. Elle est bel et bien, je l'ai vue de mes propres yeux. Mais non, j'ai pas vu. Mais l'année dernière, il y avait une exposition de Toutankhamon à Genève. C'était tout de la copie. Ben voilà. C'est tout de dommage. Alors l'or, les couleurs, les bijoux, enfin les pierres précieuses, tout était de la copie. C'est pas dommage. C'est pas dommage. C'est tant mieux parce que si elle était terroriste, qui commence à foutre la merde dedans, c'est foutu. Et la protection des êtres. Bien sûr, mais après, le loup vient de se faire voler un tableau là. Alors je crois que depuis même, je dirais, une vingtaine d'années, je crois. Ouais, pour moi. Et ça me fait penser un peu, c'est un autre truc. Mais vous savez, les aliments en Bretagne, moi j'y avais été il y a 30 ans, maintenant c'est toi là qui a dit que plus personne ne peut y aller. Et voilà, mais c'est ça en fait. Il y avait trop de monde. C'est ça, bon déjà, c'est vrai que ça se dégrade avec l'air. Quand vous allez à Gênes en Italie, moi j'y vais de temps en temps, il y a un grand cimetière, c'est le cimetière de Gênes, je ne sais pas si quelqu'un connaît ou a entendu parler.
C'est un cimetière très connu puisqu'il y a eu beaucoup de sculptures qui ont été réalisées en marbre. C'était une mode à l'époque, donc c'est un cimetière qui est visite, mais il est énorme le cimetière, c'est un truc de fou. Et d'année en année, moi je vois, j'essaie d'y aller tous les 2 ou 3 ans, ça se dégrade à cause de la pollution. Mais même, il parlait de Venise, même de restreindre le tourisme à Venise. Ouais, on va arriver à un niveau où on va faire du surplace, on va faire du, je sais pas, de la 3D, j'en sais rien. Voilà. Mais ouais, c'est con. Bon, et alors, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite sur la pyramide de Kukulkan, qui c'est incroyable tout ce qu'elle contient. C'est une horloge cosmique, hein. C'est une horloge cosmique. Hein. J'invite à ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'aller la voir. J'essaie d'expliquer dans la vidéo le mieux du possible qu'est-ce que cela représente. Alors j'ai mis deux, trois exemples. Le temple de Kukulkan possède 4 escaliers centrales de chaque côté. Et chacun d'eux possède 91 marches. Plus le temple au-dessus, ce qui représente la somme de 364. Et compte tenu de la plateforme, donc, comme je viens de le dire, du petit temple supérieur, nous avons un total de 365 unités, ce qui représente les jours solaires encore, du Hab. Voilà. Donc, bon, c'est une horloge cosmique, hein, c'est incroyable. Alors pareil, celle-ci, ils ont découvert, il y a quelques mois, qu'elle a 3 structures dedans. Donc elle a une petite structure, puis une un peu plus grande, et celle-ci. Voilà. En ce qui concerne la hauteur de la pyramide de Kukulkan, la pyramide de Kukulkan atteint 24 mètres jusqu'à sa plateforme. C'est-à-dire jusqu'à là. Plus 6 mètres avec son temple, ce qui représente 30 mètres. Encore une fois, on est dans les 30 mètres, 40 mètres, c'est toujours pareil. Alors ça, ce temple, je vais vous montrer une vidéo après, parce que, alors ce temple, ça c'est incroyable. On visite la pyramide, enfin ce qu'il y a autour, parce qu'on ne peut pas la visiter, la pyramide. Et il y a ce temple qui s'appelle l'observatoire, ils appellent ça le caracol. Le caracol, ça veut dire l'escargot. Parce qu'apparemment, il y aurait un escalier en forme de collimation dans le toit. Et ce monument, ce que vous êtes en train de voir, c'est encore plus important que la pyramide. Je vais vous montrer une vidéo après, qu'on m'a envoyée du Mexique. Donc vas-y, image suivante. Ah, c'est fini là? Alors, 13, 15, 20 minutes. C'est pas vrai. Ah bah ouais. Ça va aller? Oh là là. Bon. Alors, on va essayer 25 maxi. 25 maxi, ça c'est gentil. Oh là là, c'est pas vrai. Ça passe vite. Bon, allez, on rajoute 1 heure, non? Allez. Non. Après on mange. Je n'ai pas faim. Ayons ensemble un sens de l'observation. C'est dommage parce que cette partie c'est important. Ce que l'observation est capable de nous apprendre sur le monde extérieur constitue donc un savoir plus abstrait que nous le pensions jusque-là. Donc Bertrand Russell, c'est ce qu'il disait, je trouvais ça intéressant. Et je voulais faire un tour ensemble avec vous. Alors l'image suivante. Donc voilà, je voulais vous reprendre un peu les monuments qu'on vient de voir et rentrer dans le mystère petit à petit, que ce soit de plus en plus important. En faisant un tour ensemble d'ouest en est. On va juste faire la première photo et on va passer peut-être aux vidéos et je vais vous montrer d'autres photos. Alors Montalbán, donc j'y suis allé. Alors j'ai mis les. Alors ça c'est moi. Alors j'ai mis ces 2 photos et ça j'ai mis en couleur. Vous allez dire mais pourquoi il a mis des couleurs, il est fou? Non, en fait j'ai eu une discussion avec le guide quand j'y suis allé. Il m'a fait faire une expérience. Alors là, je vais vous amener petit à petit sur du mystère, c'est-à-dire sur des choses que je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui, mais que ces anciennes civilisations savaient à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont bâti ces monuments. Donc, il m'a fait faire une expérience où je me suis mis sur un point spécifique et où j'ai fermé les yeux et je vous jure, j'ai vu ces pyramides en couleur comme ça. Je vous le jure. Et ça, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Hein. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et autre petit détail, quand vous voyez, donc ça, c'est tout le site de Montalbán, qu'est-ce que vous voyez? Un carré? On voit que, on dirait qu'ils ont coupé carrément le sommet de la montagne. C'est-à-dire, ils ont coupé le sommet, ils l'ont rasé. Ils l'ont rasé.
Ils ont bâti les pyramides dessus. C'est quand même assez incroyable. Bon, à côté de la montagne. C'est ça. Comment? Alors j'ai vu dans d'autres endroits où ils ont coupé des montagnes carrément en mur, quoi. Je sais pas avec quoi. Voilà. Alors bon, malheureusement avec le temps, alors je vais juste. Avec des burins et des marteaux en bois. Oui, c'est ça. Alors on va peut-être. Alors... Ah non, 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 je sais pas. Non, non, de l'autre fichier. Là, dans l'autre. Je vais juste parce que. Malheureusement, avec le temps, je vais essayer d'embêter Isabelle pour les mois à venir pour revenir, pour vous continuer et vous finir cette conférence. Alors, non, pas dans les premières photos. Je vais juste revenir sur le roi Pakal, parce que c'est quand même quelque chose, et certains qui connaissent la théorie des anciens temps, là sur mon disque, voilà. Mais cette photo, celle-ci. Alors, vas-y, fais un zoom. Sur ma nuque. Tu vois là, c'est pas long. Ah oui, oui. Voilà. Alors, voilà, pas long. Je vais juste revenir dessus. Non, remets le zoom. Voilà, alors, bon, j'ai pas le temps, je vais faire. C'est dommage, je reviendrai dessus. De toute façon, il y aura une vidéo explicative sur ça sur ma chaîne, donc soyez patients. Alors, moi, quand je vois ça. Ça m'a fait changer ma vision des choses. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Ah, j'ai entendu un personnage assis. Bon, sur un engin. Voilà, bien. C'est une machine. Mais c'est impressionnant. Alors, cette dalle, alors je vais juste vous expliquer. C'est une dalle, c'est pas un. Alors, c'est une dalle. Je vais juste vous expliquer vite fait. Donc la pyramide qu'on a vue tout à l'heure de Palenqué, à l'intérieur de la pyramide, a été retrouvée une tombe du roi Pakal, et sur cette tombe, il y avait cette dalle. Alors cette dalle, elle fait plus de 5 tonnes. Et elle fait plus de 8 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Je croyais que j'avais noté. Donc, je voulais vraiment, malheureusement, avec le temps, je ne vais pas pouvoir terminer comme je peux, mais je voulais venir là-dessus parce que vous allez halluciner. Donc, moi, clairement, là, je vois une personne qui conduit. Alors je vais essayer de faire vite et d'aller point par point parce que c'est assez incroyable. Donc là, on voit vraiment qu'il est sur un engin, on l'a dit tout à l'heure. Donc là, apparemment, il a un inhalateur sur le nez qui permet de respirer de l'oxygène. Ce qui nous amène à penser que cette navette nous amène sur de la stratosphère. Ensuite, là, on voit bien, bon c'est dommage, on voit pas très bien, mais on voit bien des tôles, on voit même les rivets là. Là, on voit les flammes, avec ça, on voit que c'est de la fumée. C'est de la fumée qui se dégage du réacteur. Là, ça, c'est un réacteur. Alors, il y a une explication dite officielle qui dit, oui, le roi Pakal, alors ça, c'est le roi Pakal, est assis devant lui, c'est l'arbre de vie, avec derrière lui l'inframonde qui représente le monde des morts, etc., etc. Je suis sceptique quand même. Mais pour moi, ça, c'est une représentation. Alors, là, c'est dommage, tu peux retourner l'image à 90 degrés. Je ne sais pas si tu peux faire ça. C'est sûr. Non, je ne sais pas si tu peux le faire. Voilà, super. Donc en fait, sur tous les côtés, là, sur ces côtés, alors on a du mal à voir, peut-être en haut on le voit mieux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui regardent en l'air comme ça. C'est des têtes qui regardent, on ne voit pas très bien. Voilà, on voit, ça regarde en l'air. Là, qu'est-ce que vous apercevez? Il y a toujours 3 petits points. C'est quoi ça, ces 3 petits points? Ça représente quoi? Orion? Parce qu'il faut savoir, alors bon, je n'ai pas trop développé, la dame l'a dit tout à l'heure, mais il faut savoir que les Mayas vénéraient tout le temps Vénus. Quand c'était pas Kukulkan, c'était Vénus. Donc, c'est quoi Vénus? La constellation d'Orion? On ne sait pas. En tout cas, ils sont partout, ces petits points. Et va dans la partie du bas.
Alors là, pareil, on voit une constellation avec des planètes. C'est quand même assez incroyable. La partie va encore descendre encore. Alors ça, voilà, moi j'ai fait du dessin technique. Là, on voit bien que c'est une coupe. Ça, pour moi, c'est un moteur à réaction. Là, on voit les tuyères. Et ça, c'est une coupe, quoi. C'est une coupe droite du moteur, carrément. Donc en fait, tout le vaisseau, c'est une coupe. Voilà, je voulais vous montrer juste ça. Et je vais revenir dessus, et ça sera sur ma chaîne, mais c'est quelque chose de très important qui m'a fait changer ma vision des choses. Là, on va aller dans les vidéos, je vais vous montrer 2-3 vidéos. Alors, vas-y, clique dessus. Vas-y, clique encore. Je vais vous montrer certaines vidéos. Alors, ouais, malheureusement, j'ai pas eu le temps de parler des pierres de Roquados. J'ai encore le temps? J'ai combien de temps? En mangeant. On peut y revenir après. Je peux juste... Il est 19h43. Ah, j'ai encore le temps. C'est jusqu'à 20h. Il faut qu'on ait le temps de manger, il faut qu'à 9h30 on part. Ah, ça va vite. Ça va aller? Alors, reviens en arrière. Oui, enfin, fais ce qu'il faut. Hein. Reviens en arrière, voilà. Clique sur ces deux. Ouais. Donc voilà, alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos, ces pierres. Ouais. Bon, alors ça a été beaucoup controversé sur Internet, malheureusement. Mais là, encore une fois, toutes ces pierres que vous voyez est la preuve que les anciennes civilisations, ça c'est dommage, hein, j'en reparlerai, bon, que ces anciennes civilisations ont eu un contact direct avec des êtres d'un autre monde. On voit très bien l'OVNI. On voit des navettes, on voit toujours pareil des représentations d'aliens avec les yeux. C'est assez incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, alors il y en a beaucoup qui vont dire, mais comment tu sais que ce sont des vrais? Mais moi j'ai un ami qui travaille pour Tercer Millennium. Ceux qui suivent mon mystérieux, j'ai interviewé Kyle Mawson. Et c'est cet ami qui m'a fait connaître un peu tout le staff qui travaille là-bas. Et ils ont enquêté sur ces pierres. Donc ils sont allés directement chez des paysans. Ça fait, en fait, les premières pierres comme ça a été dévoilé dans les années 1960. Aujourd'hui, on doit être à plus de 4000, 5000 pierres comme ça. Et attention, il faut savoir qu'ils les ont trouvées dans des grottes, mets l'image suivante, ils les ont trouvées dans des grottes où il n'y a pas que ces pierres, mais il y a aussi carrément des corps. Donc ce qui rejoint les momies de Nazca, hein. Tout à l'heure, monsieur m'en a parlé, je sais plus. Voilà. Et donc ça, par exemple, ce qu'il a montré Thierry Germain, en ce moment Thierry Germain fait le Zeus sur Internet, ça Thierry Germain, il en avait trouvé avec les corps. Et ça, j'en ai vu dans le musée d'anthropologie d'histoire aussi. Alors, pour moi, c'est pas des dés à coudre, hein, ça. C'est voilà. Donc ça, c'est assez incroyable. Et il y en a un des pierres. Alors malheureusement, il y a des personnes des États-Unis qui sont arrivées à un camion entier pour faire quoi? Je vous laisse deviner, pour les voler et les amener chez eux. Alors, les gens du coin essayent de s'organiser entre eux pour ouvrir un musée de ces pièces-là, justement. Alors, Quelle dimension ça varie, il y a de tout, parce qu'il y a des couteaux, il y a des, ça varie, ça va des petites pièces vraiment de la taille d'un dé jusqu'à des grosses pièces. Mais retourne en vidéo et mets là dans vidéo et mets ça. Clique dessus. Alors ça, c'est une animation que j'ai réalisée en 3D. Ah merde, on voit pas. Voilà, ça c'est une tête. Quand on a la main dessus, la main est petite. Donc ça c'est une tête, c'est une autre pierre qui a été réalisée. J'ai voulu la faire en 3D, parce que, vas-y, remets-la, pour vous montrer un peu de quelle façon elles ont été taillées et toutes les représentations. Alors, vous voyez, il y a toutes les petites représentations, il y a des navettes, on voit... merci. On voit donc une personne, un individu qui est aspiré ou qui est relâché sur Terre avec une navette. Enfin, il y a beaucoup de représentations comme ça qui vont même très loin. Certaines pierres vont même jusqu'à l'explication de trous de verre, hein, voilà, des passages dans les univers, les galaxies, etc. Bon, c'est juste une petite animation que j'ai faite en 3D pour vous montrer quand même l'importance de ces pièces. Alors, ces pièces ont été retrouvées dans des grottes, la plupart. Des joints avec la sculpture alors non, pas vraiment. On m'a annoncé qu'il y a certaines oui, mais pas toutes. Mais il y en a énormément. Alors,
C'est dommage parce que j'ai pas. Ces pierres ont été trouvées dans la zone de Jalisco. Alors, j'ai effectué l'année dernière une interview sur ça, sur une personne qui a été enquêtée du Mexique là-bas. Malheureusement, comme je suis très pris par le temps, il faut savoir que je travaille à côté, je ne peux pas faire plus vite, mais la vidéo sera en ligne. Donc on en parle pendant 1h30 où ils expliquent comment ils sont allés sur les lieux, comment ils ont rencontré ces gens, etc. Il faut savoir que ça reste quand même très fermé. Mais oui, ça a été trouvé dans des grottes. Je vais un peu passer sur d'autres vidéos. Alors, ouais, mais celle-ci, ça c'est une autre animation 3D que j'ai faite, mais ça n'a rien à voir avec les têtes. Donc en fait, j'ai fait cette animation, tout à l'heure je parlais des pyramides. Que la pyramide du Soleil avait la même base que la pyramide de Gizeh. On s'aperçoit, alors l'animation est un peu lente, peut-être que tu peux un peu l'avancer, on s'aperçoit que finalement il y a 3 zones importantes sur Terre où il y a des pyramides. Ça c'est quelque chose que j'ai prévu d'en parler dans mon mystérieux quand je vais parler des pyramides de Chine, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a eu autant de pyramides qu'en Égypte. C'est un truc de fou. Elles ont été construites à la même époque, en même temps? Alors, même époque, même dimension, même... ils avaient un esprit pour conserver les momies. Alors là, j'ai fait une petite animation pour démontrer que finalement, ces 3 endroits se rejoignent sur une ligne. Xi'an, j'ai vu la pyramide de Xi'an. Oui. Ben, elles ont les mêmes, quand on regarde le complexe pyramidal donc de Gizeh ou de Teotihuacan, Xi'an c'est pareil. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Ah ok, pardon. C'est exactement pareil, c'est-à-dire ça forme la constellation d'Orion. Ici, ici et ici. Ah, c'est quand même bizarre. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Donc voilà, je vais vous montrer ça puisque ça, pour moi, tout a un lien. Hein. Tout a un lien. Alors, comment? Oui. Les premières pyramides qu'on a fait assumer, Saqqara qui est des premières pyramides en Égypte qui correspondent aux pyramides du Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, bien sûr, dans Saqqara, ils ont retrouvé des momies aussi. Donc, effectivement, j'ai expliqué dans une vidéo que les pyramides n'étaient pas des tombeaux en général, mais dans des pyramides comme Saqqara, ils ont retrouvé des momies, effectivement. Alors, on va peut-être monter. Ah oui, mais montre ceci. Bon, ça, c'est une animation qu'on m'a envoyée du Mexique. Alors, en plus, il y a le son, c'est chouette. Il montre en fait. Attends, mes potes. Ah, c'est pratiquement ça, là. En fait, ils montrent une animation. Ils se sont aperçus, il y a quoi? Il y a 2 mois, que ça, c'est la pyramide du serpent à plumes. Ils se sont aperçus que sous la pyramide, il existe des corps, en fait, apparemment ça a été des sacrifices qui sont mis, alors vas-y mes plays, qui ont été retrouvés de cette façon. Et en fait, ils se sont aperçus que c'est pas juste à cet endroit. Vous allez voir l'animation. Ils se sont aperçus que c'est de partout en fait. Bon, c'est en espagnol, je suis désolé. Mais ils s'aperçoivent que dans tous ces endroits, il y a eu des... Alors, bon, juste pour... L'animation, je l'ai trouvé sympa, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Voilà, et là, hop, ça se remet. Alors, on va arrêter la vidéo là, je vais juste, avant que je finisse... Mais il y a eu vraiment des corps retrouvés dedans? Ah oui, enfin ils les ont vus en faisant des scans, mais bon, ils ne peuvent pas les il faudrait les démonter. Attends, ça... Ah oui, alors ça c'est intéressant, on va s'arrêter. Alors ça, je voulais juste vous montrer l'observatoire que je vous ai parlé tout à l'heure de Chichen Itza. Bon, c'est peut-être plus le son, peut-être vraiment comme une chose. En fait, ce monument est beaucoup plus important que la pyramide, puisque voilà, là il montre en 30 jours comment le soleil bouge. Ce qui représente, toujours pareil, le signe de l'infini, hein, on voit, ça forme un signe de l'infini comme ça, où ils ont pu distinguer donc, le solstice d'hiver et d'été. Ouais, c'est la position du soleil à la même heure, même chaque jour. Oui, chaque jour. Alors après, comment ils ont fait ça, je ne sais pas. Ils ont fait, j'ai trouvé ça sympa, on me l'a envoyé du Mexique, j'ai fait ah ouais, mais carrément.
Et ça donne encore d'autres réponses, d'autres indices. Ah, c'est vachement intéressant. Ah oui, oui. Bon, c'est pour ça que moi j'essaie d'avoir toutes ces informations, puisque bon. Alors. Tu les as trouvés. Ça, c'est pas toi qui l'as fait celui-là. Non, ça c'est pas moi. Mais comme j'expliquais au début, comme je suis en contact avec plusieurs archéologues là-bas, et plus à côté de ça, ceux qui travaillent pour Tertiaire Milléniaux, avec Kaime Maussan, j'ai des informations. Moi j'ai parlé avec Kaime Maussan par téléphone. On est resté, bon, pas d'un coup, mais on est resté 6 heures par téléphone. Je peux vous dire, je peux vous garantir que les momies, c'est des vrais. C'est pas... attention à ce que vous voyez sur un... Bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Manu, mais je peux vous garantir que les momies, c'est des vrais. C'est très... ça se fait attaquer énormément sur Internet. Alors voilà il montre un peu pourquoi il ferait ça, pourquoi... Mais bon, ça reste quand même... voilà, ça reste... on ne sait pas trop. Mais... voilà, pour en venir aux momies de Nazca, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est pas, ils sont allés là-bas, ils vont y retourner, hein, j'ai parlé avec une autre personne qui travaille à Tertiaire Milléniaux, ils vont y retourner au Pérou, je crois qu'ils vont commencer à descendre dans les cavernes, je crois que Thierry Jamin a commencé à le faire, c'est ça Isa? Oui. Ah ouais, c'est vous qui m'avez dit ça, je crois. Ouais. Pardon. Donc, je garantis à tout le monde que les momies sont bien des vraies momies. Ça n'a pas été des os rassemblés avec de la fausse peau. Voilà. Donc, moi, voilà, j'essaye d'avoir des informations qui viennent quand même de là-bas et qui sont quand même très plausibles. Isa, une dernière chose avant de terminer. Je vois qu'Isa est là. C'est juste pour arriver qu'on puisse avoir une discussion ensemble. C'est vraiment passionnant, merci. Alors, pardon, je vais terminer. Je vais juste expliquer quelque chose, voilà, par rapport à ce que j'ai expliqué au début. Donc, il y a eu des forts tremblements de terre il y a 2 semaines. À Mexico. À Mexico. Enfin, c'est dans tout le pays, mais là où ça... Enfin, il y a eu plusieurs villes où ça a été comme Mexico, mais Mexico, ça a été la plus touchée. Et donc, ce qui est assez incroyable, c'est que ça s'est passé le 19. Alors, j'avais fait des vidéos tout le mois de septembre, mais j'ai pas eu le temps de les monter, donc j'en suis désolé, mais je reviendrai dessus. 32 ans, jour pour jour, il s'est passé la même chose que dans les années 80. Il y a eu un grand tremblement de terre en 1985 qui a eu même catastrophe, même endroit, même scénario. Et je vais juste vous montrer, alors une photo, une dernière, pour revenir en arrière. Mais celle-ci, voilà. Alors malheureusement, je vous dis juste comme ça. Dans ce que vous voyez là, c'est énoncé. C'est-à-dire que les personnes la personne qui ont fait ce calendrier aztèque, ce qu'ils appellent la Piedra del Sol, dans cette partie, alors si je ne vais pas vous dire de bêtises, dans cette partie, c'est énoncé que les dieux vont revenir et vont secouer la terre, d'une façon un peu plus caricaturée bien sûr. Et dans toutes les autres parties, ils parlent d'autres catastrophes, c'est-à-dire des pluies diluviennes, du feu et de l'eau, je crois. Non, je l'ai déjà dit, des pluies diluviennes. Mais tout ce que vous voyez là, dans cette partie du calendrier aztèque, les catastrophes qui se sont produites au mois de septembre sont énoncées ici. Oui. Alors, je n'ai pas exemple de développer, bien sûr, ça c'est encore des divinités, la divinité du feu, de l'eau, des pluies. Il faut savoir que Tlaloc, c'était la divinité de la pluie. Voilà, donc, pour terminer, pour conclure, je pense que ces civilisations savaient beaucoup de choses, ont essayé de nous prévenir. C'est pour ça que j'insiste à en parler sur ma chaîne. Et je pense qu'il faut s'attendre à d'autres catastrophes, malheureusement, je ne vais pas alarmer tout le monde, il faut s'attendre à d'autres catastrophes. Je crois qu'aux États-Unis, ils attendent un Big One, ils appellent un Big One. Ça ferait comme dans le film Superman. La faille, la faille de Los Angeles la faille de San Andreas. Oui, le Sacramento. Voilà, donc... Sacramento, le San Andreas. Voilà, le San Andreas. Donc, pour moi, les personnes qui ont fait ça ont essayé de nous prévenir. Et c'est pour ça que tous les monuments, pratiquement, sont bâtis sur de l'archéoastronomie, c'est-à-dire pour calculer les astres
et ce qui va se passer, et les planètes, et les constellations, et etc. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Alors c'est un calendrier sur plusieurs siècles. Ah, sur plusieurs siècles, oui, bien sûr. Ils avaient 25 000 ans d'avance. Bon, ça, après, il y a eu le calendrier Maya. Bon, j'ai d'autres photos après, bon, de toute façon, on a terminé, mais à ne pas confondre avec le calendrier Maya, j'entends toujours les gens qui disent ça, c'est le calendrier Maya. Non, ça, c'est le calendrier aztèque. Le calendrier Maya, c'est autre chose. Donc, voilà, je pense que j'ai résumé un peu tout ce que je pensais du Mexique, et puis finalement, voilà, quand j'ai connu ce pays il y a plus de 10 ans, je ne m'attendais pas à voir autant de choses, et je suis impressionné, et je voulais vous le faire partager, mais il y a tellement de choses encore. Voilà. Bravo. Sur les squelettes qui s'avancent en Égypte, Non, justement, j'ai coupé la vidéo. Si vraiment vous voulez la voir entièrement, on peut la mettre. Mais ils étaient retrouvés avec les mains attachées en fait dans le dos. Donc c'était des. les pyramides, c'était des rois qui s'intéressaient. Oui, mais alors, je vais. Alors, juste par rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'est intéressant. Ah oui. J'ai trouvé cette photo dans un magazine qui date des années 90. Alors je zoome un peu dessus. C'est la photo du. Heureusement que c'est la. Alors encore un peu. C'est la date. Alors voilà, c'est ça, c'est bien, c'est la date du roi Pacal. Ça, cette photo a été prise le jour où ils l'ont trouvée. C'est-à-dire le jour où ils sont descendus. Alors il faut savoir que les escaliers étaient bouchés par de la terre et des gravats et des cailloux. Ils ont mis plusieurs mois à tout enlever, l'excavation, et au bout de ces marches, il y avait cette tombe. Va juste un peu en hauteur. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? C'est fermé tout autour. C'est complètement fermé. On dirait une tombe. Presque. Bien sûr. C'est une tombe. Alors, là, on voit des stalactites. Bien. Qui c'est qui a dit ça? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez là, combien de temps un stalactite ou un stalagmite ça met pour se former? C'est 1 mm tous les 10 ans. 1 mm tous les 10 ans. Donc, quand on me dit bon, que la civilisation maya date des années 2000 avant Jésus-Christ ou voire 2500, je doute un peu. Voilà, pour moi, c'est. Il y a un mec là, on peut mesurer. Oui, c'est ça, il y a un mec. Il y a un mec, c'est la longueur d'un bras, quoi. C'est une coudée, quoi. Oui, je crois que c'est tous les siècles. C'est une coudée, en fait. Non. Là, il y a 50 cm. Le mec, il est en bas, là. Bah, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Une coudée, la coudée, c'est la mesure égyptienne. Donc, Oui. quand on voit la longueur du stalactite, elle fait à peu près la distance du coude à la main du mec, là, à peu près. En gros. Ouais, mais on voit pas bien, enfin, il y en a de partout. Enfin, Ouais, non, mais bon, celui qui est en haut, là, tout en haut, là. En haut, voilà. Ouais, celui-là, ouais, c'est plus visible. il y en a d'autres qui sont dans la. On peut le mesurer, donc si dans ça la fait porte, une il y a des bouteille, trucs dans la porte, des traînées. Non, mais c'est tous les stalactites. un millimètre tous les 10 ans. Donc, Je crois que c'est plus, hein, c'est tous les siècles, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais pour moi, les dates qui donnent, ce que j'ai montré au début, ce sont peut-être pas exactement ces dates-là pour l'existence de la civilisation maya. Ce qui amène à dire que peut-être ces pyramides sont là depuis je ne sais pas combien de temps, et les civilisations qui les ont précédées les ont utilisées comme tombeaux, comme... Oui, voilà. voilà, comme... Voilà. Donc, alors, finalement, à supposer qu'il y ait des extraterrestres qui soient venus civiliser ces gens, quand vous voyez l'état actuel politique du Mexique, qu'est-ce qu'il y a comme décalage? En fait, ça n'a servi à rien. Alors c'est vrai que c'est une Si bonne... vous réfléchissez, eh bien, quelle est la... je dirais au Mexique, dans le monde. Elle est nulle, quoi, l'évolution. Ah, l'évolution, pour moi, elle est nulle. Hein. Eh oui. Quand je vois les smartphones et les gens qui sont scotchés sur leur... Isa, c'est pas pour toi. Mais non, mais malheureusement, c'est un problème mondial. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, quand je vais au Mexique, je leur fais cette remarque. Je fais comment ça se fait qu'un pays qui a autant de culture, autant d'histoire incroyable arrive à ce que vous voyez aujourd'hui. Ils payent ce qu'ils ont fait. C'est ça, clairement.
Après, pour moi, le passé, l'histoire telle qu'on la connaît n'est pas l'histoire telle qu'on la raconte. C'est-à-dire, vous êtes penché un peu sur les pyramides de Bosnie, peut-être certains personnes. Alors moi, je peux en parler parce que ça fait 3 ans que je vais sur le chantier de Bosnie. D'accord, c'est intéressant. Je connais bien. Alors, bon, j'irai vous parler après parce que j'aimerais connaître. Voilà, moi je me suis penché sur les travaux de Semir Osmanagic. Semir Osmanagic explique qu'il y a moins de 25 000 ans à 30 000 ans d'histoire erronée. Parce que c'est des pyramides qui ont en Bosnie. Moi j'ai passé plus d'1 heure par téléphone avec Jean-Michel Raoult, qui a été en Bosnie sur les pyramides. Il m'a clairement affirmé que c'est des pyramides. Donc pour moi, l'histoire qu'on connaît n'est pas l'histoire qu'on raconte. D'ailleurs, même la date, bon, peut-être que j'en parlerai dans mon mystérieux, mais on n'est pas exactement en 2017. Donc des esprits évolués de scientifiques. Tu es de Nice, c'est ça? D'à côté. Ouais, il y a une pyramide à Nice, ils ont construit une autoroute dessus. Alors, c'est bien. Alors, il y a la pyramide de Falécon, il y a la pyramide de Nice que vous venez d'énumérer, mais on en a trouvé une autre. Ah. Alors, Adrien de The Bushcraft, je ne sais pas si vous connaissez The Bushcraft, bon, il s'est avancé, je lui avais dit, mais attends, il n'a pas attendu, donc il a mis en ligne. On a été plusieurs fois sur ces monuments, on a essayé de chercher, de creuser, on n'a pas compris comment ça se fait qu'il y a ces pyramides. La pyramide de Nice que vous avez énumérée, malheureusement, ils l'ont détruite. On est allé sur place, on s'est dit avec Adrien, avec 2 autres amis, on a dit bon allez, on y va, du matin au soir, on va essayer de chercher, on va essayer de demander aux gens. Donc dans le village qui se trouve à côté, les gens sont parlent pas beaucoup. On est rentré dans les bars, on est rentré dans des maisons. Il y a quand même une dame qui a réussi à nous ouvrir la porte. Elle a été très gentille, je crois qu'on voit dans les vidéos d'Adrien, qui nous a fait rentrer chez elle et on a cherché dans les photos. Donc, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils ont détruit, parce que c'était une pyramide. Bon, ils disent que c'était une colline. Il y a eu plusieurs hypothèses. Ils disent que c'est une colline, enfin ils disaient que c'était une colline pour les militaires, après c'était une colline où il y avait, ils faisaient pousser des pois chiches. Bon, ça, quand moi j'entends ça, je suis encore mort de rire. Mais c'était une pyramide, voire une pyramide à degrés. Et on s'est aperçu en cherchant dans les photos, parce que la dame elle avait pris des photos de chez elle, où ils étaient en train, enfin au moment où ils étaient, dans l'année où ils étaient en train de construire l'autoroute. Bon, vous allez me dire c'est normal, mais ils ont détruit la pyramide avant de construire bon, ça c'est normal, mais ils l'ont détruite beaucoup plus avant avant qu'ils amènent l'autoroute. Donc on s'est aperçu de pas mal de choses comme ça. Mais oui, effectivement, j'ai des photos, on m'a montré des photos. Effectivement, c'est. Alors on est de ce qui reste, malheureusement, de ce qui reste, c'est une colline qui est complètement coupée par l'autoroute. On est monté sur des petits morceaux de colline qui étaient très dangereux. On n'a rien trouvé de spécial parce que la roche elle s'effrite, malheureusement. Mais effectivement, c'était une pyramide. Pourquoi ils l'ont détruite? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors effectivement, il y a la pyramide de Falécon et il y a une autre pyramide, c'est la pyramide, on l'a intitulée la pyramide de Provence. Voilà. Mais comme elle est très éloignée de la ville de Nice, on ne peut pas y aller à chaque fois. On a été 2-3 fois, mais il faudrait qu'on retourne. Comment? Pour le moment, on ne peut pas trop le dire. C'est facile en voiture ou en train, ou avec le train des Pignes, on passe juste à côté. Donc on voit la structure, mais on ne sait pas. On sait pas. Moi, on l'a exploré de partout. J'ai trouvé un. Alors vous allez m'aider. Comment ça s'appelle les gros coquillages qu'il y avait Les Nautilus. Voilà. Je crois que c'est ça, oui. Une amonite. Voilà, oui, enfin, ouais, le Nautilus, je crois que ça s'appelle comme ça. J'en ai trouvé un carrément sur une paroi. Ce qui voudrait dire que s'il y avait une pyramide en dessous, enfin s'il y a une pyramide en dessous, c'est-à-dire que cette zone était remplie d'eau à une certaine époque, l'eau elle a baissé petit à petit, ça a formé du calcaire, parce que toute la roche dessus elle s'effrite en calcaire. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne sait absolument pas, notre patient ne connaît pas. Donc voilà. C'est pas Verding? Comment? C'est pas Verding? C'est-à-dire
la fameuse pyramide de Provence. Mais, Dans la région. Oui, elle est dans la région de Provence, mais bon, enfin. Oui, on te laisse finir. Voilà, non, juste ça, on pense ce qu'on veut, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me dérange un peu, j'en parlais tout à l'heure avec toi, Manu, c'est par exemple, voilà, tout ce qui se fait à côté. Je suis d'accord qu'il faut avoir plusieurs vues, je sais pas comment on peut dire ça, plusieurs pensées, plusieurs. Ah, ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais il y en a, ils le font exprès pour controverser ce que c'est. Et donc, quand j'ai commencé à inviter Thierry Jamin sur ma chaîne, j'ai commencé à me faire attaquer de tous les sens après. Donc, lui, il s'est fait descendre à plus savoir quoi en faire. Ça dérange, ça dérange. Maintenant, il y a un moment, il faut peut-être qu'on se mette à l'évidence. Il va falloir accepter cette découverte. On en a trouvé de partout dans le Je peux montrer juste une photo, Isabelle? Ok. Attends. Alors voilà, mais c'est celle On a déjà dépassé d'une demi-heure. Encore 5 minutes après. Ah bah ça va alors. Voilà, mais ces photos. Ils vont nous foutre dehors. Alors, mais non. On est pas encore de manger, Alors, discuter entre nous, c'est intéressant. Alors, ces pierres que vous voyez ont été trouvées au mois de mars. Donc, je sais pas le temps. Oui, oui. Donc, dans l'état de Puebla. Et qu'est-ce que vous voyez encore une fois? Des navettes, des ailes. Comment? Ah, tu vois. Oui, c'est ça, bah, des navettes. Bonhomme vert. Oui, vert. Non, mais en fait, c'est la. Oui, mais il y en a de partout en fait. On voit des ailes. Là, on dirait l'étoile de la mort de Star Wars, non? Mais ça a été trouvé dans une grotte à Puebla au mois de mars. Et avec d'autres artefacts qui ne veulent pas dévoiler, parce qu'apparemment c'est un journaliste qui a investi les lieux, et il a trouvé tout ça. Bon, il n'y a pas toutes les pièces, là, attention, il y a eu plusieurs pièces, mais qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Là, on voit bien le contact avec on ne sait pas si c'est un guerrier aztèque qui est en contact avec un être alien. On voit très bien, c'est bien, tu l'as vu tout à l'heure, se coupe une navette, quoi, un ovni. Là aussi, enfin, c'est assez incroyable. Elles sont en volume, elles sont comme ça, c'est clair. Oui, c'est ça, ça varie. Hein, ceux-là, oui, ceux-là, elles sont grandes comme ça. C'est pas comme les pierres de Ojuelos que je vous ai montré tout à l'heure. Les pierres de Ojuelos, c'est des pierres de cette taille-là. Ça, c'est des dalles entières. Plus petit que la frappe quand même. Il y en a de cette taille-là. D'accord. Donc bon, ça, c'est ce qu'ils ont découvert. Ça, pareil, on me l'a apporté de Tertiaire Milléniaux. Donc comme eux, ils font des investigations sur ces histoires-là, et bon, ben, moi j'ai la chance de vous les retransmettre. Ouais. Voilà. Ils ont dû faire des fouilles pendant... Ben, ils sont retournés 2-3 fois, ils ne veulent pas dire où c'est bien sûr, mais ils ont découvert des choses. C'est des fouilles qu'on dure longtemps. Ça va être enfoui. Ah, je sais pas, non, ils sont allés 2-3 fois juste pour explorer à certains endroits, mais non, c'est on tombe dessus par hasard. Ouais, comme les têtes de mecs qu'on a vu tout à l'heure, ils labouraient le champ, et puis pof, ils ont trouvé une grosse pierre, ils ont dit c'est quoi, ils ont commencé à déterrer, attendez, il y a un nez, c'est quoi ce truc? Donc voilà. Voilà. Et, bon, ça, comme on peut le constater, c'est toujours dans des grottes. Et je pense que... C'est différentes pierres. Oui, elles sont pas toutes pareilles, les pierres. Ah non, non. Il y a des natures de pierres différentes. Ça a été. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu, c'est dans l'état de Puebla. Les pierres que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est plus dans le nord, c'est dans l'état de Jalisco, de Ojuelos, Jalisco. Ah, c'est plus dans le nord, ça. Non, ça c'est plus dans le centre. Dans le centre. Ouais, mais les pierres de tout à l'heure, c'est plus dans le nord. Voilà. Voilà. Donc.